Eh bien, bonsoir à toutes et tous et bienvenue pour cette 9e émission de La Parole ludique. C'est un réel plaisir de tous, et toutes vous retrouver après ces 2 mois d'absence. Ce soir, on est toujours en compagnie, d'Arnaud, Pierrot. Salut les garçons, Salut, comment ça va? bah ça va super, c'est les vacances. Bah, nickel. Pierrot, ça va? Ah, On a perdu Pierrot. on a perdu Pierrot. Bon, on reviendra à Pierrot un peu plus tard. Ce soir, on accueille, Elsa, Ludipsy, qui nous vient directement du Québec et qui nous rejoint pour au minimum 8 émissions pour nous faire une chronique autour du jeu de société et le volet un peu psychologique. Salut Elsa, comment ça va? Salut, ça va très bien. Donc, merci beaucoup de l'invitation. J'ai bien hâte de collaborer avec vous. Bah nous aussi. On devait, enfin ça fait un moment qu'on prépare ça et tu devais intervenir déjà sur l'émission du mois de mars, mais bon, qui n'a pas eu lieu. Mais voilà, c'est vraiment un réel plaisir aussi de t'avoir pour apporter cette petite connaissance qu'on pourrait ne pas avoir, ou qui moi personnellement, par exemple, dans mon travail, m'intéresse avec les personnes que j'accompagne. Voilà. Et ce soir, notre invité du soir n'est autre que Vincent Vergonjane, des présidents fondateur des Lucky Duck Games. Ouais, ça va. Je suis un Lucky Salut Duck, quoi. Vincent. Monsieur le président. Ouais, ça va les gars. Tu nous fais une petite annonce, non? Je peux rien spoiler. On m'a dit on te tape si tu spoil quoi que ce soit. Ça. Je rigole. Toujours pas de spoil depuis ton intervention chez KOL. Ouais, bah écoute, je sais pas. Il faut me faire boire. Vous avez de quoi me faire boire? Ça peut se trouver. Ça peut se faire, voilà. Ah, Pierrot est de retour. Ouais, Pierrot. Salut donc comment ça va, Pierrot? Ça va, comme je disais, en vacances, du coup, comme Arnaud, des vacances avancées. Bon, cool. Parfait. À partir de ce soir, l'émission va un petit peu évoluer. On ne parlera plus des sorties boutiques ou Kickstarter qui nous intéressent. On va plutôt commencer, donc, comme je le disais en introduction, avec la chronique d'Elsa. Puis après, on fera une bonne heure de discussion avec toi, Vincent, pour terminer par nos coups de cœur ludiques du mois d'avril. Voilà. Parfait. Et bah écoute, Elsa, je te laisse la parole. Oui, OK. Donc, pour commencer en fait les petites chroniques, comme Vincent l'a bien expliqué, je vais être là comme plusieurs semaines, donc je pensais faire des chroniques avec un peu un fil conducteur. Et dernièrement, j'ai vraiment eu le plaisir avec Ludipsy de tester beaucoup de prototypes de jeux et de vraiment discuter avec des créateurs de jeux de société. Créateurs de jeux de société, déjà, je peux mentionner que j'admire tous les créateurs de jeux de société parce que c'est vraiment complexe comme processus. Donc, on peut se dire que c'est facile d'en arriver à la création d'un jeu, mais ça reste vraiment un processus qui est très long, qui demande vraiment plusieurs étapes, qui demande de la persévérance, de la constance et, entre autres, de la motivation. Donc, c'est pourquoi j'ai décidé d'orienter un peu mes chroniques dans ce sens, parce que ça vient chercher plusieurs aspects. Tout d'abord, tout créateur de jeu est à la base un joueur, généralement, à moins qu'on se base juste sur l'aspect marketing, mais souvent ça paraît dans la conception de jeu. Donc, ça veut dire que tout créateur de jeu est à la base un joueur avec différents profils de joueurs. Profil de joueur, on peut regarder un peu sur Internet. Là, souvent, on parle d'un joueur, exemple, un peu plus stratégique, un joueur vraiment axé sur le plaisir de jouer. Il va y avoir des joueurs collaboratifs, des joueurs plus de jeux de duel ou de combat, très agressifs, etc. Mais on part vraiment d'un profil de joueur pour, par la suite, avec l'expérience, la créativité, en venir à vouloir concevoir quelque chose. Donc, vraiment, je vais vous nommer plein de concepts psychologiques au fur et à mesure. Je vais prendre le temps un peu de vous les expliquer. Mais bien sûr, si jamais vous voulez avoir plus d'informations, je vous invite à me contacter. Je suis facilement accessible. Ou sinon, écrivez aussi dans le chat. Donc, j'ai essayé de suivre en même temps pour voir si jamais il y a des questions au fur et à mesure. Donc,
Je pense que le premier concept que je vais nommer, qui est autant important quand on est joueur que quand on est créateur de jeu, ou même qui est utilisé évidemment en intervention en psychologie, c'est la pyramide de Maslow. Alors là, je lance spontanément comme ça les invités présents, tout le monde qui est présent. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui savaient qu'est-ce que c'est que la pyramide de Maslow? Pas du tout. Pas du tout. OK. Je sais, c'est les besoins fondamentaux de l'être humain, c'est ça. Ah, c'est ça. Exactement. Excusez-moi, c'est ma formation d'éduc qui ressort. Ouais, c'était sur Google, c'est ça? C'est un truc qui me disait quelque chose, mais j'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Donc oui, c'est quand on fait un petit cheminement en intervention en psychologie, c'est un peu la base parce que, ça, comme Vincent l'a si bien dit, il y a des gens qui disent non, je ne crois pas. Je vais vous l'expliquer. Donc la pyramide de Maslow, c'est justement, imaginez une pyramide. Une pyramide, ben, c'est composé en différentes étapes. Il y a la base qui est super importante, qui doit être solide. Et par la suite, on évolue, mais ça devient, bon, sous forme pyramidale, bien sûr. La base, Vincent le dit, c'est les besoins fondamentaux. Ça, c'est pour tout être humain. Si on mange pas, on boit pas de l'eau, si on dort pas, on est dysfonctionnel. On va pas arriver à survivre si on mange pas pendant une semaine. Enfin, on va mourir si on mange pas pendant une semaine. Mais juste l'exemple que essayer de passer une journée sans manger, vous allez voir, ça va avoir un impact sur votre concentration, votre humeur, le niveau d'énergie, etc. Donc, disons qu'on se base sur le fait qu'on veut tous répondre à nos besoins fondamentaux. Et là, je rajoute une petite anecdote. Quand j'ai commencé à faire des conventions, les premières règles importantes à se rappeler, c'est de ne pas oublier de manger et de boire de l'eau. Parce que sinon, après une convention, on le ressent. Donc, disons, ça, c'est la base de la pyramide. Une fois qu'on a atteint cette base-là, ben, on veut arriver à éventuellement se sécuriser. Se sécuriser, bref, c'est la confiance, c'est quand on est dans un environnement plaisant, notamment, exemple, quand on fait une partie de jeux de société, on veut créer comme une ambiance qui est équilibrée, on veut sentir qu'on est en sécurité. Bref, une fois qu'on est en sécurité, par exemple, qu'on joue un jeu de société pas en plein milieu de la rue, parce que c'est très stressant, les autos peuvent passer, on arrive à éventuellement, là je passe rapidement, mais à essayer de voir comment créer un sentiment d'appartenance. Donc là, ici, on est un peu plus dans l'interactionnel, dans la relation avec autrui, créer vraiment un espace de jeu qui est agréable et interactif. Et tout ça, bref, nous amène à la pointe. J'ai passé très rapidement, je vous invite à aller regarder. Mais la pointe, cette partie-là qui est intéressante, la petite pointe de la pyramide, une fois qu'on répond à nos besoins fondamentaux, une fois qu'on est en sécurité, une fois qu'on crée un sentiment d'appartenance, on est dans ce qu'on appelle l'actualisation de soi. Et là, l'actualisation de soi, on peut en arriver là jusqu'à on a toute la base après. Donc, si, exemple, je suis en mode survie en plein milieu d'une forêt, mais je ne vais pas être capable de créer un jeu de société, puis je ne vais pas être capable de m'amuser à jouer à un jeu de société parce qu'il va falloir que je survive et autres. Donc, il faut vraiment, pour garder en tête, la première étape pour en arriver à vouloir être dans la conception de jeux de société, c'est de prendre soin de toutes ces autres étapes-là. Ça veut dire s'assurer, ça paraît très simple dit comme ça, là, mais c'est s'assurer de bien manger, de boire, de bien dormir, d'avoir un espace sécuritaire, de ne pas avoir de facteurs de stress. Si on pense en même temps qu'on doit payer pour l'hypothèque de sa maison, puis qu'on va manquer de temps et d'argent à faire telle autre chose, on ne sera pas focus. Par la suite, le sentiment d'appartenance, ben ça, je trouve ça très intéressant. Puis je pense qu'aujourd'hui, vous êtes un très bel exemple de ça. C'est à quel point il y a des beaux groupes et des communautés de soutien entre joueurs et entre créateurs de contenu et créateurs de jeux. Donc ça, je trouve ça très intéressant parce qu'on le voit beaucoup sur Facebook, on le voit à travers les créateurs de contenu qui vont beaucoup promouvoir justement les jeux. Il y a vraiment un sentiment d'appartenance qui se crée de soutien. Je l'ai beaucoup observé chez les créateurs de jeux, exemple, qui vont tester entre eux les prototypes de jeux. Donc ça, c'est génial. On amène différentes visions des choses, un beau soutien, collaboration, etc. Une fois qu'on arrive à créer ça, comme je mentionnais, l'actualisation de soi, c'est la capacité à se servir de qui on est, de nos forces personnelles, interpersonnelles, de nos connaissances, notre savoir, savoir-faire et savoir-être pour créer quelque chose.
ça peut paraître facile dit comme ça, mais pour plusieurs personnes, c'est difficile d'en arriver à cette étape-là de création. Parce que si j'ai pas tout établi le reste d'abord, je vais juste lancer spontanément des idées créatives, mais qui vont mener nulle part, parce que je vais pas avoir pris le temps de me centrer sur c'est quoi mes forces, c'est quoi mes habiletés, c'est quoi mes difficultés. Parce que quand on a conscience de c'est quoi nos difficultés, par la suite, on a une plus grande facilité à les prévenir. Si je le sais, par exemple, et je le nomme par expérience, si je le sais, par exemple, que j'ai de la difficulté à m'organiser, ben, je peux décider de juste l'ignorer puis foncer tête baissée dans la création d'un jeu, par exemple, ou la création d'un événement. Mais cette difficulté-là va transparaître, puis elle va revenir, puis elle va m'empêcher de progresser. Donc, si d'avance, j'arrive à me connaître moi-même et à dire, ben effectivement, je suis quelqu'un de mal organisé. Vive le TDA. Alors, ben, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, je prends conscience de ça et je vais m'outiller, soit par moi-même à chercher l'information ou à travers la communauté, le sentiment d'appartenance, pour en arriver justement à être outillé. Donc, j'ai mon bouclier, j'ai mon épée. Pour les joueurs de jeux de rôle, on s'équipe. Puis après ça, c'est plus facile de partir à l'aventure. Donc, l'actualisation de soi, dans la conception de jeux ou d'événements de jeux, part de la connaissance de soi, donc d'arriver à identifier c'est quoi nos forces, nos difficultés, et bien sûr de s'outiller par rapport à ça à travers toute la base de la pyramide qu'on a mis en place. Pourquoi au final je parle de tout ça? Notamment parce que c'est une introduction aux différentes chroniques que je vais faire, mais parce que c'est souvent des choses qu'on fait inconsciemment. Donc je vous nomme ça. C'est rare que le matin, on se réveille en se disant bon, comment est-ce que je vais m'actualiser aujourd'hui? Ou c'est rare qu'on prend vraiment le temps de dire est-ce que ma base de pyramide, est-ce que je me sens en sécurité aujourd'hui? Est-ce que j'ai l'impression d'avoir un toit sur la tête? C'est toutes des choses qui deviennent inconscientes, qui deviennent intégrées. Le moment où est-ce que réellement on en prend conscience, c'est justement dans les moments où c'est plus difficile. Et là, j'embarque un peu avec, je ne vais pas en parler trop en long et en large, mais j'embarque un peu quand même avec la situation actuelle, confinement, isolement social, grands changements et adaptations dans nos habitudes de vie. Je pense qu'on l'a tous vécu. Je parlais tout à l'heure avec les congrès, les conférences. Ben, il n'y en a pas eu. Donc ça a un impact beaucoup sur les joueurs, sur les éditeurs de jeux aussi. L'impact aussi de ne plus pouvoir aller chez les gens pour jouer. L'impact de devoir s'adapter du jeu à distance. Oui, exactement, Nergis. La connaissance du jeu avant de passer au jeu. C'est très bien dit. Donc, il y a vraiment cette adaptation-là qui a dû se faire. Et encore aujourd'hui, quand je parle avec des créateurs de jeux, des joueurs, même des éditeurs de jeux, ils me mentionnent que ça a eu un immense impact sur la motivation et l'engagement dans le jeu. Donc, si on garde en tête qu'en ce moment, c'est une situation difficile, on s'adapte, mais là, ça fait 1 an, on a célébré les 1 an de confinement, de pandémie. Il y a quand même eu des impacts à court, moyen et long terme. Puis ça se peut qu'en ce moment, ça ressorte. C'est les moments difficiles où est-ce qu'on sent que la motivation, elle chute, elle descend. Et c'est là que c'est le moment justement de se recentrer sur, exemple, la pyramide de Maslow. Où est-ce que j'en suis? Est-ce que je suis à l'étape où j'ai de la misère à me faire à manger parce que je suis trop déprimée? Donc, c'est sûr qu'on va se concentrer là-dessus avant de passer aux étapes supérieures. Est-ce que je suis rendue que non, c'est correct, ça fait 1 an, là, je me sens stable, mais là, je sens que je commence à être dans l'actualisation. C'est la dernière année, j'étais en mode survie. Là, je commence à m'en sortir, c'est l'été, je commence à pour respirer. OK, là, qu'est-ce que je mets en place? Et dernièrement, j'ai eu le plaisir, avec des créateurs de jeux québécois, de faire un atelier qui était sur la créativité. Donc, dans le fond, comment est-ce que quand on est totalement démotivé, quand on sent qu'on est dans ce creux-là, comment arriver à être à l'écoute de soi, prendre soin de soi, mais au-delà de ça aussi, comment arriver à retomber dans ce mode de créativité-là pour avoir de la motivation à produire des choses. Donc, c'est super intéressant. J'ai passé 3 heures. on était partis dans la créativité à faire des ateliers. J'ai combiné un peu ce qu'on appelle la pleine conscience. Ça veut dire, exemple, de prendre un objet aussi simple. Je vais vous montrer ma tasse. Puis de regarder la tasse. Puis à partir de ce qu'on observe, essayer de se concentrer
Puis on a créé des histoires à partir d'objets, à partir de sensations, à partir de textures. C'était vraiment très créatif. Et ça m'en est venu en tête de me dire, bien, sûrement qu'il y a d'autres personnes, on n'est sûrement pas les 5 seuls au monde, à manquer de motivation en ce moment. Je pense pas. Donc, c'est pour ça que, bref, j'ai orienté les chroniques sur les besoins fondamentaux, les besoins secondaires qu'on appelle la motivation et comment en arriver à prendre soin de soi à travers ce processus-là. Avant de continuer, j'ai pas regardé le temps. Combien de temps me reste-t-il, Vincent? En théorie, 2 minutes. 2 minutes. OK. Bon, je vais peut-être pas me lancer dans mon deuxième sujet, mais oups, il y a quelqu'un qui vient de disparaître. C'est notre ami Pierrot. Pierrot, on perd Pierrot de temps en temps. C'est bon. Donc, en fait, je vais conclure avec un petit peu de théorie, mais juste pour faire un lien aussi. Qu'est-ce qui est très important, justement, quand on sent qu'on est dans ce creux-là? Comme je le mets, il y a tout d'abord cette pyramide-là. Puis en lien un peu avec la pyramide, il y a ce qu'on appelle les sphères de vie. On va finir avec ça, juste pour vous laisser ça en tête, mijoter jusqu'à la prochaine capsule. Les sphères de vie, c'est qu'on peut voir un peu notre profil de joueur, ou même dans notre vie en général, comme un peu une maison sur pilotis. Une maison sur pilotis, vous avez vu ça, c'est beau, là, sur la mer, dans les Caraïbes. Par contre, c'est beau parce qu'il y a des piliers qui la tiennent. Si jamais la maison était sur 1 ou 2 pilotis, qu'est-ce qui se passerait? Elle ballotterait, elle partirait au vent. Donc, ces pilotis-là, ces piliers-là, c'est ce qu'on appelle nos sphères de vie. En général, c'est à peu près ce qu'on appelle la famille. Famille proche, éloignée, le couple. C'est travail ou école, dépendamment où vous êtes. C'est le social. Donc, le social, les interactions, peu importe comment c'est en ce moment. C'est les loisirs, souvent interreliés avec le social, parfois non. Donc, ici, les jeux de société. Et c'est le personnel, celui qu'on oublie toujours, surtout quand on est parent ou professionnel. Le personnel, c'est le temps qu'on passe avec soi-même ou pour soi. C'est le temps où on prend un long bain puis qu'on est tranquille. Donc, ça ici, dans les piliers, c'est dans quoi est-ce qu'on investit du temps et de l'énergie. Et c'est ça qui crée un équilibre. Si on est juste dans le travail, il y a un déséquilibre qui se crée, puis on va pas être bien. Puis on ne pourra pas être après concentré à jouer à un jeu de société parce qu'on va être constamment épuisé ou préoccupé par quelque chose. Donc, quand on sent qu'on est dans une baisse de motivation, quand on sent qu'on n'a même plus le goût de jouer à notre jeu de société préféré, c'est le bon moment pour en arriver à réfléchir un peu à ces piliers-là puis se dire « J'en suis où en ce moment? Est-ce que je suis juste dans le travail? Puis est-ce que je suis juste dans la famille? Puis j'oublie de prendre du temps pour moi. Je prends même plus le temps de réserver du temps pour jouer. Est-ce que je suis juste dans le social? Ça peut arriver. Puis j'ai même plus le temps de jouer à mon jeu solo préféré. Est-ce que je sens que je suis équilibrée ou pas? Puis en prenant juste un moment de réfléchir à ça, on se recentre. Puis ça permet après ça de dire, OK, ben ça fait vraiment longtemps que j'ai pas joué à un jeu que j'aime. J'ai pas pris du temps là, tout seul, là, éloigné de tout le monde pour jouer à mon jeu préféré. Ben, ce serait le temps que je le priorise et que je le mette dans mon horaire. Ou ça fait vraiment longtemps que j'ai pas passé du temps seul avec mon conjoint et ma conjointe. Ben, OK, on sort un jeu de duo, puis on prend ce temps-là ensemble, mais on le priorise jusqu'à temps qu'on rééquilibre un peu ce pilier-là. Puis une fois que ça, c'est rééquilibré, là, on sent l'humeur va augmenter, la motivation va augmenter, l'énergie va augmenter. Puis là, on va être prêt pour se recentrer sur d'autres choses de prioritaires. Créer des jeux, avancer dans des choses importantes, etc. Donc, et voilà, je vous ai lancé plein de concepts de psycho. Donc, prochaine capsule. Ça donne envie de rebondir et de discuter. Ça, c'est hyper intéressant. Donc, je terminais là-dessus. Merci d'avoir géré le temps. Je me suis lancée sans compter. Pas de souci. De toute manière, comme tu le disais, si on veut approfondir un peu la discussion ou s'il y a des questions, on peut te contacter et échanger via les différents réseaux sociaux. Effectivement. Bah, écoute, merci à toi pour cette première capsule. C'était vraiment passionnant, intéressant. Je sais pas les autres ce que vous en avez pensé.
Ben écoute, perso, je trouve ça tellement juste d'en parler dans une époque d'isolation sociale. Et d'où la vraie lourdeur de cette isolation sociale, c'est nous, c'est notre santé mentale. Et c'est quelque chose de très vicieux, d'inconscient, comme tu dis. Ça a été une période, en fait, d'ailleurs, de croissance du jeu de société, malgré tout. Parce que dans le confinement, il y a eu forcément, le jeu est rentré comme une manière de faire passer le temps, mais de manière aussi avec de manière très très insidieuse. Et je trouve que ton discours ici est vraiment bien placé. Je trouve que le jeu de société joue un rôle hyper fort là-dessus et tu en parles très bien. Mais et justement dans cet équilibre, en fait, un équilibre qui est beaucoup plus dur à trouver quand on peut pas sortir pour voir ses copains, quand on peut pas avoir de vie sociale. Qu'on peut même pas aller manger en couple au restaurant pour déconnecter des enfants parce que il y a plus de restaurant. Enfin voilà. Bref, j'ai trouvé ça très très bien. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Arnaud, Pierrot? Bah écoute, si mes cours étaient aussi intéressants à la fac quand j'étais en psycho, j'aurais des meilleures notes. Moi aussi. Hein. Je serais peut-être même psychologue. Je serais peut-être même psychologue. Non, c'est vrai que le jeu en cette période très très compliquée, le jeu, ça, je pense que ça a sauvé des familles, ça a sauvé des couples. Et parce que c'est sûr que occuper des enfants toute la journée, si on n'a pas les jeux de société quand il pleut, c'est un peu compliqué. Faire une partie de jeu à deux au lieu de regarder une connerie à la télé, je pense aussi que ça évite pas mal d'engueulades. Et tu confirmes, Vincent? Non, mais... non, je vais te dire pire que ça. Moi, le jeu de société, ça a sauvé mon couple. Hein. Ça fait 12 ans qu'on est mariés et il y a 6 ans, après 6 ans de mariage, on était dans une espèce de routine un peu dégueulasse, t'allumes la télé, chacun a son téléphone dans la main, enfin voilà. Et en fait, j'ai ramené le jeu de société à la maison et on s'est mis à jouer, pas tous les soirs, mais au moins 3 fois par semaine. Et d'un coup, ça nous a réengagés en tant que couple, ça nous a mis autour d'activités non passives et malgré l'épuisement des enfants, etc., ça nous a réengagés et ça a vraiment sorti d'un trou, un creux, comme les couples, hein, en 12 ans, ça va, ça vient. Mais bref, moi, le jeu de société, moi, je dis souvent qu'il a sauvé mon couple. Je suis d'accord avec toi, Arnaud. Et donc, dans cette période-là, c'est encore plus important de continuer à jouer et de continuer dans la limite des 6 personnes, en tout cas en France. Je sais pas au Canada combien c'est le protocole, mais dans la limite des 6 personnes, de continuer de jouer avec les copains éventuellement. Et je pense que c'est salutaire pour notre santé mentale. 100%. Tout à fait. Dans la pyramide de Maslow, en haut, il y a les jeux de société. Ouais. Moi, j'aurais même peut-être mis au milieu, tu vois. Voir en bas. Qui a besoin de manger tant que tu as des miniatures en plastique à peindre de toute façon? Mais du coup, on va enchaîner directement avec toi, Vincent. Donc, écoute, la question que je pose habituellement, qui es-tu, d'où viens-tu? Présente-toi un petit peu pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Parfait. Eh bien, écoute, je m'appelle Vincent. Je suis le PDG d'une petite société d'édition qui s'appelle Lucky Dog Games. Avant de faire des jeux de société, j'ai fait beaucoup de jeux vidéo. J'ai commencé à programmer, je suis tombé dans la marmite étant petit. J'ai géré 2 sociétés de jeux vidéo, une qui s'appelait Kobojo, qui avait une centaine d'employés, qui faisait des jeux, on nous appelait le Zynga francophone. C'était dans les années 2010 à 2013 pour moi. Et puis ensuite, je suis parti en Pologne. Et j'y suis toujours. Je devais venir pour 6 mois et puis ça fait 8 ans que j'y suis. Et du coup, en Pologne, j'ai monté une autre société qui s'appelait Everyday I Play, qui était une société qui concrètement a fait un jeu. En gros, on a fait des jeux Facebook, notamment un jeu qui s'appelait Vikings Gone Wild, qui a très très bien fonctionné. Et puis il y a 6 ans, mon petit frère Julien me dit: Vincent, je suis en train de faire un prototype de jeu de société.
et j'ai besoin de visuels et j'aimerais bien te prendre les visuels de ton jeu Viking Gone Wild. Puis je lui dis, écoute, je te les filme, mais est-ce que tu pourrais faire un jeu de société? Du coup, fais l'adaptation du jeu vidéo. Et puis, de fil en aiguille, Julien fait un prototype, je tombe amoureux, on se prend 1 an de plus pour le développer. Et puis, on fait un Kickstarter juin 2016 qui se passe très bien. On fait plus de 200 000 $. Et ça a été le point de départ de l'aventure Lucky Duck. J'avais déjà vendu le gros de Everyday I Play, une société israélienne. J'avais déjà un grand pied dehors. Et donc, voilà, c'était le coup de pouce qu'il fallait pour changer d'activité totalement. Parce que du coup, du jeu vidéo au jeu physique, c'était beaucoup de gens étaient surpris. C'était généralement tu fais des, enfin bref, donc voilà, mais au contraire, enfin bref. Donc voilà, et donc ça fait 5 ans. Pourquoi la Pologne alors du coup? Pardon? Ouais, c'était ma question. Pourquoi la Pologne? Pourquoi la Pologne? Eh bien, écoutez, voilà, ma femme est polonaise, hein, beaux-parents qui nous invitent pendant quelques mois pour voir les petits-enfants avant qu'on parte aux États-Unis, puis ça fait 8 ans. Voilà. et la raison pour laquelle ça fait 8 ans, en fait, c'est pas tellement à cause de la Pologne, c'est parce que c'est à cause des Polonais ou grâce aux Polonais. En fait, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai été un expat quasiment toute ma vie d'adulte. J'ai habité en Australie pendant 1 an, en Irlande pendant 3 ans. J'ai habité dans la Silicon Valley pendant 3 ans. Je suis revenu en France. Et là, maintenant, ça fait 8 ans que je suis en Pologne. Et au final, de toutes ces vies d'expat, ce que j'en retiens, c'est que le où importe moins que le avec qui. Et tu pourrais très bien être, je sais pas, tu vois, au Japon, à Tokyo, un espèce de truc fabuleux, fantastique et absolument seul et déprimé, alors que tu pourrais être au Cambodge, dans un petit village avec tes 2 meilleurs potes et avoir le temps de ta vie. Et finalement, le qui est le plus important. Et au final, les gens que j'ai rencontrés ici, j'ai rencontré des gens incroyablement créatifs, motivés, travailleurs, volontaires, et avec qui je ne saurais pas, je sais pas avec qui j'aurais pu monter cette boîte sans eux, en fait. Hein. Donc, et donc, du coup, c'est impossible de partir maintenant. J'ai trouvé des gens tellement incroyables que donc c'est à cause du qui. Donc voilà, Cracovie, la Pologne, bah écoute, voilà, pourquoi pas. Parce que j'aime les gens avec qui je travaille. La vodka aidant, ça tient. Exactement. Donc du coup, tu disais Viking Gone Wild, premier jeu des Lucky Duck et sur Kickstarter. Comment tu découvres après Chronicle et tous les jeux que vous avez fait par la suite? On viendra sur les jeux récents un peu plus tard, mais voilà. Ça marche. Bah écoute, parlons de la genèse. Chronicle et tout. Alors écoute, en fait, après ce premier Kickstarter réussi, on décide de prendre cette direction d'aller licencier des jeux vidéo pour les transformer en jeux de société. Et dans l'ensemble, ça a été plutôt une très mauvaise idée. Ça s'est vraiment pas bien passé. En fait, c'est pas que prendre des jeux vidéo c'était une mauvaise idée, c'est qu'en fait on a pris super. Petit cœur avec les doigts, les gars. Ça me fait plaisir. Et en fait, donc du coup, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on décide d'aller chercher des jeux vidéo qui ont le plus de téléchargements. Donc, je licencie Fruit Ninja, je licencie Zombie Tsunami. Fruit Ninja, c'était 1,5 milliard de téléchargements. Zombie Tsunami, c'était 300 millions. Et ce qu'on avait raté, c'était un point important, ça s'appelle la rétention dans le jeu vidéo. Et la rétention dans le jeu vidéo, c'est le nombre de jours, de mois ou voire d'années consécutives que quelqu'un s'engage dans un jeu vidéo. Et il s'avère que le jeu casual, c'était un très très mauvais choix. Parce qu'en fait, dans le jeu casual, concrètement, c'est des petits jeux qu'on télécharge, qu'on joue pendant 15 jours et qu'on jette, on télécharge le prochain. Donc, du coup, il n'y a aucune attache émotionnelle. Et quand on a sorti Fruit Ninja, le jeu de société, au lieu de me dire « Ah, trop bien », on m'a dit « Mais pourquoi ?» J'ai fait « Bonne question !» Et donc, on se retrouve fin 2017, on est encore 2 personnes et demie, on est encore en survie totale. Heureusement qu'il y avait une extension Vikings Gone Wild Master of Element qui était, je pense, la meilleure extension du jeu, pour être franc. Et c'est seulement en février 2018 qu'on lance Chronicles of Crime.
Et là, ça a vraiment été un pivot complet pour la société. Donc, c'est une campagne qui fait 800 millions de... 800 millions. 800 millions. Mignon le mec, mignon, très mignon. 800 000... J'aimerais, je serais... Et sinon, tu présentes Lucky Duck comme une petite boîte d'édition de jeux de société. Attendez, laissez-moi tirer mon... Ouais, alors je vais expliquer, jeux vidéo, ça ne paye rien. Ouais. Donc, fais gaffe, tu vas être rattrapé par le fisc. Hein. Ah si seulement, ils peuvent regarder mon compte en banque, ils seront pas. Alors, et au final, donc, Chronicles of Crime, c'est notre première campagne qui fait 800 000 $. Donc, pour nous, c'est vraiment une révolution. Et en fait, octobre 2018, avec la sortie du jeu en boutique, on a une réunion de toute la société. Alors, toute la société, à ce moment-là, c'est 8 personnes. Et on décide officiellement de ne plus licencier de jeux vidéo et de courir le plus vite possible derrière l'idée d'être un acteur majeur du jeu hybride narratif. Voilà. Et du jeu hybride en général. On s'aperçoit finalement il n'y a que Fantasy Flight Games et à l'époque Portal avec son détective qui voilà, on voit que vraiment 2 acteurs qui savent faire ça, et on s'aperçoit finalement que au lieu de connaître des PDG de grosses boîtes de jeux vidéo qui pourraient nous licencier leur idée, c'est plutôt le fait qu'on sait faire des jeux vidéo et qu'on a appris à faire des jeux de société qui ensemble fait qu'on a un mix relativement différent. Et ça a amené aujourd'hui à donc aujourd'hui on est 30 personnes à plein temps. Et la moitié de la société, c'est le studio. Donc, le studio, c'est quoi? C'est 15 personnes qui sont des écrivains à plein temps, des illustrateurs à plein temps, des graphic designers à plein temps, j'ai dit illustrateurs, playtesters, gestionnaire de projet, gestionnaire de fabrication. J'ai les mots anglais qui viennent, je l'ai fait un peu la Jean-Claude Van Damme. Et c'est cette équipe en gros qui travaille, donc qui a créé la série Millennium, qui a créé ça, Destinies. Donc Destinies, c'est vraiment un jeu qui a été fait entièrement en interne. Et parce que finalement, mis à part David Sicurel qui nous a amené Chronicles of Crime, on n'arrivait pas à trouver d'auteurs qui comprennent cet aspect hybride. Et du coup, on a décidé d'y aller seul en fait, hein, au lieu de jouer le jeu, enfin au lieu d'être éditeur, c'est-à-dire de signer des jeux et comme un éditeur un éditeur de livres finalement qui reçoit ses bouquins, qui les lit, on va signer ce livre-là, voilà, on reçoit des prototypes. Mais finalement, on a décidé de prendre l'avant pour aller plus vite et d'écrire ces jeux narratifs. Et donc Destiny, c'est le premier qui a vraiment été fait entièrement en interne, designé par Philippe Mimunski et Mirao Wambowski. Deux personnes qui sont, enfin 2 auteurs absolument incroyables, et avec l'écriture de 3 écrivains, alors tous polonais avec un anglais incroyable. En fait, on a la chance à Varsovie, c'est que c'est le QG. Enfin, ça faisait mieux quand j'en parlais il y a 2 ans avant qu'ils sortent Cyberpunk, mais c'est les créateurs de The Witcher. Et en fait, c'est un aimant à talent et à écrivain, Varsovie, qui fait qu'on a réussi à embaucher des gars incroyables sur place, polonais, mais avec un anglais absolument, et un anglais narratif, etc. Et donc, du coup, Destinies, par rapport à Chronicles of Crime qui a été écrit en français et traduit vers l'anglais, la Destiny ça a écrit en anglais et traduit vers le français après. Donc voilà un petit peu le crescendo de notre un démarrage difficile en fait, hein, avec cette idée mal exécutée. Alors il en restait un, juste pour finir, c'est un peu long, mais après 2018, quand on décide de ne plus en faire un, il restait un jeu vidéo qu'on avait signé l'été 2018 qui devait sortir, et c'était Kingdom Rush. Ouais, c'est ce que j'allais te demander. Du coup, Kingdom Rush restera le dernier jeu vidéo alors, écoute, en ce plateau. En tout cas, voilà. Alors, du coup, ça fait quand même 2 ans et demi qu'on n'a pas signé d'autres. Et Kingdom Rush, quand on signe en juin 2018, on se dit, celui-là, c'est tout ce qu'on a appris sur ce qui fait une bonne licence ou pas, quoi. C'est une quadrilogie. C'est pas du free-to-play. Même nous, on y a joué pendant des heures et des heures et des heures. Enfin, il y avait une espèce d'amour presque non commercial, une excitation vraiment propre de l'équipe. Oh, la vache, on va faire Kingdom Rush, mais c'est énorme. Et cette excitation, elle était, et voilà. Et donc, voilà, Kingdom Rush qui est en fait notre première campagne, qui fait $1 million en février 2019.
et qui du coup et qui pour le moment est la dernière, voilà, ça sera, faut jamais dire jamais, hein, mais pour le moment c'est la dernière IP de jeux vidéo qu'on a faite et qu'on fera a priori. Après bon, on verra. Ouais. En tout cas, je peux déjà vous spoiler qu'on n'a rien d'autre de signé en jeu vidéo. Donc, il se passera encore au moins 1 an et demi avant qu'on sorte quelque chose. Voilà, parce qu'il n'y a rien de signé. Voilà. D'accord. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur Destinies. Parce que tu nous parles un peu de comment vous avez. Enfin, si c'est pas des secrets avec Mythic Game, mais comment cette collaboration ou cette licence que Mythic vous a donnée, prêtée, enfin, je sais pas trop. Ouais, je vais te raconter, ouais. Parce qu'on revient à PEL 2019. Et du coup, je te dis moi le sentiment que ça m'avait donné, puisque on croise avec, à l'époque, un copain de jeu Déclic, on croise Léonidas sur le stand de Mythic. Et 3 jours après, je crois, ça doit être ça, on voit sur la page Facebook des Lucky Duck Destinies en partenariat avec Mythic Game. Donc moi, le premier truc, ça a été de me dire, ah bah ça c'est, on a profité de PEL pour que Vincent et Léonidas se rencontrent, mais il s'avère que ça a été plus long en tout cas que ça. Est-ce que c'est un amour de Joan of Arc que certains, et en plus, alors, et en plus, est-ce que Az, qui était à l'époque chez Mythic et qui vous a rejoint après, est un transfuge ou écoute, laisse-moi te raconter. Il y a eu un mercato en même temps, tu vois. Non, écoute, c'est marrant, mais c'est un petit monde le jeu de société. Alors, écoute, je vais te raconter l'histoire. Donc, octobre 2018, voilà, sortie de Chronicles of Prime. On décide, voilà, de créer le studio, et la première personne en embauche, c'est justement Michał Gołębowski, qui est l'auteur de Jetpack Joyride au passage. Pendant cet hiver-là, on arrive février 2019, et on a le premier prototype de Destinies, qui pour le coup est basé sur le premier scénario qu'ils avaient écrit, c'était dans un univers assez loufoque, fantastique. Voilà, genre, rien à voir avec Destinies. Et on se dit, avec qui on ferait ça? Est-ce qu'on crée un univers tout seul, ou est-ce qu'on fait une collaboration avec quelqu'un? Et puis on regarde un petit peu l'univers. Puis à l'époque, c'est vrai qu'on n'avait pas encore fait de jeu, de jeu à miniature vraiment tout seul. On était en train de préparer le lancement du Kickstarter de Kingdom Rush, et on se dit, pourquoi pas Mythic Game? Et on nous présente en fait par téléphone au mois de fin février, début mars 2019. Et j'ai 1 heure d'appel avec Benoît, qui est le PDG de Mythic, et c'est le coup de foudre. Vraiment, on se dit, mais carrément, mais vraiment, mais toi, t'as les miniatures, t'as un univers de malade. Nous, on a une espèce de moteur à histoire trop fort, et vraiment une excitation des gamins. Mais viens, on va faire un tableau ensemble, quoi. Et 1 semaine plus tard, je prends l'avion avec Philippe Miunski, donc qui est le directeur créatif de Lucky Duck, et on vient à Paris, on va dans leurs locaux. On se voit toute l'après-midi, on parle de tous leurs univers, et c'est unanime que l'univers de Jeanne d'Arc serait parfait pour ce qu'on voulait faire, la manière dont ça fonctionne, la taille des miniatures, et 1 semaine après, le contrat est signé. Genre, ça va hyper vite. Et du coup, à partir de là, on se dit, voilà, il nous reste en gros 5 mois, peut-être 6 mois pour faire un épisode et montrer ce concept avant de lancer un Kickstarter. Et on fait ça. L'équipe absolument, adore le thème. Enfin, c'est vraiment toute l'équipe part là-dessus. Et on fait ce Kickstarter. Donc en fait, à PEL, en fait, ça fait déjà 3 mois que les choses sont déjà bien en cours. Sauf que s'il y a des secrets, il y a des annonces qui doivent se faire à un temps donné, et voilà. Et on décide que c'est voilà, début juillet, juste avant. Et en fait, je crois qu'on fait un premier teaser début juillet, mais c'est vraiment pour le mois de fin juillet, début août, pour la Gen Con, merci, voilà, où on fait un truc.
Et puis, alors, et puis il se passe des choses, malheureusement de leur côté, un litige avec l'auteur de Joan of Arc. Nous, donc c'était une vraie licence, hein, donc on leur devait des royautés sur chaque boîte vendue, etc. Mais dans un contrat de licence comme ça, en fait, eux doivent nous représenter et on les représente s'il y a un problème. Donc voilà, donc en gros, ils nous annoncent en 2020 qu'ils ne pourront plus continuer de porter cette licence auprès de nous. Voilà, eux ils l'ont toujours, mais ils ne peuvent plus la prêter. Donc on a une annonce mi-2020 que finalement on ne pourra plus l'appeler Time of Legend Destinies, mais que donc du coup ça va s'appeler que Destinies. Il y a une chose par contre, c'est que tout ce qui était miniature et figurines et visuel, c'était la propriété de Mythic, donc ça c'était pas sous licence de l'auteur. Donc ça, ils ont pu nous laisser, on a continué de pouvoir licencier ce matériel-là, ce qui fait que ça n'a pas ralenti la sortie de Destinies, mais ça a été une petite secousse. Au final, bon, je ne sais pas s'il y aura des joueurs qui feront des fiches fan-made pour que toutes ces figurines qui étaient prévues pour fonctionner avec Joan of Arc fonctionnent un jour avec Joan of Arc. Nous, on ne pourra pas le faire, puis on ne le fera pas. Enfin, je ne suis pas en train de... Mais voilà, donc du coup, quelque part, il reste du coup ce petit morceau de collaboration, puisqu'on a encore une grande partie de leurs figurines et puis il y avait cette base là en fait, hein, qui est cet univers finalement, voilà, donc de Destinies. Et pour Az en fait, Az en fait quitte le studio anglais pour rien avoir avec nous, rien voir avec la Smoule, pour des histoires voilà qui n'ont rien à voir avec tout ça. Et moi j'apprends d'une copine que Az du coup est en train de chercher quelqu'un. Je fais oh là là, donc je le contacte, on s'appelle et pareil c'est le clic, c'est genre ça passe tout de suite. Il y avait Awaken Realms qui voulait l'embaucher à ce moment-là aussi. Je fais voilà, et donc je suis trop content qu'Az ait pu venir nous rejoindre. Pour ceux qui connaissent pas Az, c'est notre directeur marketing. Il est vraiment plutôt côté anglophone et c'est quelqu'un avec un enthousiasme et une énergie débordante. Voilà pour l'histoire de Destinies. Et du coup, excuse-moi, hein, mais je t'ai coupé. Non, le fait que Mythic ne puisse plus vous prêter la licence Joan of Arc fait aussi partie une des raisons qui fait le retard de la livraison du jeu au backer Pas du tout. 0%. 0%. D'accord. En fait, non. En fait, tu sais, ce retard, c'est on en a parlé beaucoup. Il y a eu, en fait, non, mais c'est pour en parler parce qu'en fait, c'était une des questions. Non, mais en fait, non, mais enfin, j'ai zéro secret. Hein. En fait, tiens, je te montre. Voilà, toi, il y a 31 miniatures. Il y a à peu près la moitié qui sont faits qui étaient dans des moules identiques, mais les 16 autres, c'est nous qui les avons fait. Et en fait, ça a pris beaucoup plus de temps que ce qu'on pensait. Surtout qu'en fait, à la fin, c'est des choses qu'on a fait sans Mythique. Et en fait, il y a eu beaucoup de dernières. On a vraiment perdu beaucoup de temps sur ces miniatures. La deuxième chose, c'est que là, on a perdu en gros 2 mois, voire 3 mois entre le canal de Suez, le fait qu'on ait raté le nouvel an chinois, mais genre ça s'est joué à rien. Et le pire, vraiment une frustration terrible de l'équipe, hein, c'est qu'ils se sont tués. Ils se sont tués pour que tout soit prêt juste avant le nouvel an chinois. Et les jeux étaient prêts. Et ils ont juste pas trouvé de bateau. Ça c'est dur. Genre tout était donc en gros pendant 1 mois, on avait tout qui était sur des palettes à l'usine, impossible de monter dedans. Donc voilà, donc ça a été des choses comme ça. Bon bah ça y est, là ça arrive. Le bateau européen jusqu'au bout, il a ses emmerdes. Pardon. Ces histoires, voilà, où le fameux Evergreen que tout le monde a vu, notre bateau, il était juste derrière. Un mois sur les palaises, on fait 2 semaines dans les containers. Et donc là, il est en train de faire le tour par l'Afrique. Voilà, jusqu'au bout, Vincent. Mais ça arrive. Alors, et du coup, tout le monde est là. Oh, c'est génial, on a 15 jours de plus pour peaufiner encore plus, faire des relectures. Ils sont en train d'ajouter une
troisième couche de peaufinage de l'interface utilisateur du menu principal. Enfin bref. Donc c'est un temps qu'ils utilisent pour peaufiner encore plus loin et parce que c'est l'avantage du coup d'avoir une partie digitale, c'est que du coup même si tout le reste est imprimé dans un bateau, toute la partie numérique, la partie numérique, eh ben on peut encore la retravailler. Voilà. Et du coup, et après on passera si les autres ont des questions aussi à leurs questions, mais du coup. Un peu comme Chronicle, je trouvais plus mes mots, mais un peu comme Chronicle, il y aura beaucoup de scénars en dématérialisé après avec Destiny. Complètement. Alors celui-là, alors par rapport à la série Millennium justement, qui utilise pas mal de matériel physique, sur laquelle justement c'est un peu décroché de l'aspect rejouable qu'on a vraiment beaucoup fait sur la première, notamment la partie de Londres. Destiny est complètement réutilisable. D'ailleurs, on a promis aux backers l'accès au moteur de jeu. La seule partie physique que les personnes qui vont devoir, que les joueurs vont devoir, enfin les créateurs de scénarios vont devoir faire, c'est cette carte-là. Je vous montre. Je sors tout ce matos. Voilà. En fait, ce sont des cartes personnages. Et ces cartes personnages, en fait, allez, je vais le laisser flou justement, comme ça vous pouvez pas le lire. Mais en gros, on a en tant que joueur, on a deux manières de gagner, d'approcher une victoire. On a quand même une histoire centrale qui nous dit qui on est, qu'est-ce qu'on fait, et voilà. Et donc du coup, c'est la seule partie physique. Voilà, ils vont devoir faire un petit PNP pour qu'on puisse jouer leur scénario. Tout le reste est complètement dématérialisé avec un outil hyper facile d'utilisation qui permet de créer des points d'intérêt et de créer tout cet aspect interaction. C'est comme si on filait un moteur de jeu vidéo. Voilà, c'est comme si on avait créé un. D'ailleurs, c'est quelque part. Cet éditeur est vraiment fait comme un éditeur de niveau d'un jeu vidéo en fait. Évidemment, c'est pas un jeu vidéo puisqu'en fait c'est quelque chose d'interactif physique, et la partie physique est assez importante, notamment dans tout ce qui est downtime et puis dans tout ce qui est lisibilité sans l'appareil. Mais donc voilà. Je sais pas si je réponds à ta question. Oui. Ouais, mais alors, j'ai pas accès au Twitch, c'est pour ça que je l'ai pas vu. Merci. Alors, merci à la personne qui nous a rejoint sur le Twitch. Alors moi, j'avais des questions, mais pas sur Destinies. Je t'en prie. Vas-y. Sur Millennium. Alors d'abord, je voulais dire que y a Léandre qui nous a rejoint et je voulais le féliciter pour sa campagne de Clash of Deck qui a été vraiment un succès. Franchement, bravo Léandre. Ouais, on est d'accord. Incroyable, un concept dingue. Ma question sur Destiny, c'est quand arrivent les scénarios de 1900 et de 2400? Alors 1900, le jeu sort en boutique donc le 29 avril, donc tout sera prêt le 29 avril. Et il me semble que là, demain arrive le tutoriel et la première épisode. Donc du coup, à partir de demain, la version française aura le tutoriel et les 3 premiers épisodes, et le 4e épisode, lui, il sera prêt le 29. Voilà. Ça, c'est pour 1900. Et pour 2400, je pense que ça sera fin juin. Voilà. Pour 2400, avec une sortie boutique par contre pas avant septembre, probablement fin septembre, voilà. Et puis après évidemment ça sera pour le milieu de l'été pour la Chronicles of Time, donc qui sera une extension qui ne sera pas en boutique et qui était notre boîte de remerciements aux backers, qui est littéralement un jeu complet avec 4 histoires. Ça sera pour la fin de l'été, voilà, certainement août, voilà. Et j'ai remarqué aussi sur l'appli, je sais pas si ça va être pareil sur Destinies, mais les scénarios sont mis à jour très régulièrement, même pour la première boîte de base. Qu'est-ce qui change à chaque mise à jour? Qu'est-ce qui est adapté? Qu'est-ce qui est Je parle pas de mise à jour de l'application, je parle des mises à jour des scénarios. Non, j'entends bien. Une faute d'orthographe. Quelqu'un qui nous dit on a retrouvé une petite faute d'orthographe ici. Super, boum. Mais à jour. C'est la beauté de l'usage du numérique dans tout ce qui est avec autant de texte et autant de trucs.
Ah, on a trouvé un petit bug, ça marchait pas ici. Ah, bah très bien. Oh oui, en effet, il y avait ce petit truc super. Donc voilà, donc c'est ce qui se passe. C'est beaucoup généralement de fautes d'orthographe trouvées plus tard. Hein, chaque histoire, c'est des grosses nouvelles. Hein. En moyenne, c'est entre 15 000 et 20 000 mots. Donc il y a à boire et à manger. Et donc c'est facile de laisser une faute d'orthographe à droite à gauche. Et donc du coup, c'est la force du coup, tu mets 10 000, 2 000, 3 000, 4 000 joueurs. Et puis là, tout est trouvé. Entre les petits bugs et ces fautes d'orthographe. Voilà ce qui change. Si. Est-ce que je peux poser une question Bien sûr. Oui. Ça va être encore dans ma perspective, là, ça va être moins technique, plus sur l'aspect d'édition de jeux. Tu l'as mentionné tout à l'heure, avec le confinement, la pandémie, etc. Il y a eu comme une augmentation de la popularité pour les jeux de société, puis ça a sauvé beaucoup de couples et de familles, je suis sûre. Exactement. Et dans ta perspective, justement, en tant qu'éditeur, de ton côté, comment t'as trouvé la dernière année? Est-ce que ça l'a comme bien été ou il y a eu comme plusieurs obstacles, défis pour justement suivre un peu le mouvement? Alors pour te répondre, en fait, 1er novembre, c'est deuxième confinement français. J'ai pas dormi cette nuit-là. Notre hiver 2020, c'était le plus gros investissement de la société. On avait imprimé en tout plus de 40 000 boîtes de 1400. On avait imprimé plus de 10 000 boîtes de Kingdom Rush. Enfin, et donc j'entends que les boutiques ferment, que tout va fermer, que là et on se dit waouh, et on regarde tous ces investissements financiers. Et au final, sur ce deuxième confinement, le milieu des boutiques, d'ailleurs, qu'on a beaucoup soutenu, qu'on a beaucoup mis en avant, on a commencé vraiment à partir de cet été là, on a commencé vraiment à mettre en place des très gros partenariats avec les boutiques. En fait, sont avérés être beaucoup mieux préparés avec du click and collect, avec aussi, je pense, une meilleure compréhension, un meilleur soutien de cercle de passionnés qu'on est et à soutenir sa boutique, etc. Et en fait, ça s'est bien passé. Ça s'est suffisamment bien passé pour que pour pas qu'on ait été en danger finalement financièrement. 1400, ça c'est très bien vendu pour nous. Et justement, j'appelais. J'ai une boutique j'ai un vrai copain boutiquaire que j'ai appelé, c'est le premier que j'ai appelé le 2 novembre au matin, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Et que je l'ai pas appelé pendant tout l'hiver, on s'est appelé début février. Il m'a dit, écoute, en fait, on a eu le meilleur hiver, le meilleur de l'histoire de la boutique, en fait. Donc finalement, et donc ça montre bien que dans ce confinement, il y a eu vraiment une effervescence du monde et même une ouverture d'une audience qui ne n'avait pas joué avant. Et quand on parle avec... D'ailleurs, ça a été beaucoup des jeux très établis, alors pas forcément très bien pour les nouveautés. Les nouveautés n'ont pas forcément explosé pendant cet hiver-là, mais en tout cas, les jeux Ticket to Ride, etc., on va dire les vieux de la vieille qui sont bien établis, eux ont vraiment vendu comme ils n'ont jamais vendu avant. Donc voilà, donc tout va bien. Tout s'est bien passé. Et de manière générale, je pense qu'en fait, malgré le confinement et tout ça, l'industrie du jeu de société se porte pas trop mal. Voilà. Alors, il y a Chesy21 sur le chat qui trouve ça fou que les boutiques ludiques n'aient pas le droit d'ouvrir alors que les magasins de jeux vidéo sont considérés comme des magasins essentiels. Ouais, Je crois qu'on est tous d'accord avec ça. C'est complètement fou. Ça ne fait aucun sens. Complètement aucun sens. C'est très intéressant. Je sais pas si c'est la même chose au Québec, j'aime me renseigner. Et il y a Kyo qui demande si vous avez prévu de porter certains jeux sur BGA. Alors c'est marrant, jusqu'ici on a été BGA, on n'a pas beaucoup utilisé en fait. Il faut qu'on s'y penche. On a surtout fait des implémentations sur Tabletopia en fait. En fait, on a un partenariat avec Tabletopia. Donc vous avez Kingdom Rush sur Tabletopia, vous avez le Roi des 12 qui va bientôt sortir, qui est sur Tabletopia. Et il y en a d'autres. Ah oui, il y a il y a Tank Garden sur Tabletop Simulator. Voilà, donc c'est Tabletop Simulator et Tabletopia sont les deux qu'on utilise beaucoup. Il faut vraiment qu'on se penche sur Board Game Arena. J'explique pour ceux qui ne savent pas trop, parce que je sais qu'il y en a.
Board Game Arena, c'est donc une plateforme de jeux de société dématérialisés. Exactement. Moi, du coup, j'avais une question par rapport à l'évolution de Lucky Duck, parce que comme tu dis, c'est parti en 2017, je crois, de Vikings Gone Wild. C'était 2016, juin 2016. Du coup, ouais. Voilà. Donc, elle a plutôt bien fonctionné. Après, malheureusement, il y a d'autres campagnes Kickstarter qui ont été un peu plus compliquées. Par exemple, Tsunami, Fruit Ninja, Mutant, qui n'a pas eu vraiment le succès qu'il mérite, je trouve. Moi, j'adore ce jeu. Ouais. Puis là, on est arrivé ensuite à Chronicles of Crime et Master of Element qui ont bien relancé la machine, je pense, on peut dire. On a eu ensuite Paranormal Detective, la première sortie directe en boutique. C'est vrai. Et puis la première localisation avec La Forêt des Frères Grimm. Et puis de là, j'ai l'impression que ça s'est accéléré très vite. On a eu 20 jeux l'année dernière, encore de nombreux titres cette année. C'est quoi un peu les perspectives maintenant là? C'est vrai. Qu'est-ce que tu espères, toi? Tu as raison. Non, tu as raison. En fait, il y a eu vraiment un virage, voilà, avec La Forêt des Frères Grimm, et une réalisation que c'est un équilibre difficile, éditeur. En gros, c'est que soit on part du principe de ce qu'a fait, par exemple, les stratégies de nos copains de Seven Wonders, c'est Repos. Voilà, Repos, ils font un jeu par an, voilà, et ils mettent tout derrière ce jeu, et c'est ou un ou deux jeux, mais c'est une extension pour Seven Wonders et un jeu. Voilà, c'est le gros de la sortie, quoi. Et donc soit t'as éditeur extrêmement focusé comme ça. C'est plus facile de faire ça quand t'en as 2-3 comme eux qui sont des evergreen total et qui se vendent et qui créent une espèce de coussin financier qui fait que tu peux prendre ton temps. Et de prendre ton temps de travailler le prochain, voilà, un peu à la Daft Punk, voilà, qui nous a fait un album tous les 4 ans, voilà. Et puis t'as mais quand t'as pas la chance d'être Repos et d'avoir 3 evergreen, la manière dont nous on a approché de ça, c'est que du coup l'investissement nécessaire pour avoir 3 personnes à plein temps, ce qui est notre cas aujourd'hui en France, et ces 3 salaires, bah, c'est de dire qu'en fait le fait que nous on sorte 2 jeux, peut-être 3 jeux par an, est pas forcément suffisant pour soutenir ça, pour soutenir ces salaires et créer suffisamment de valeur. Ou alors que si on embauchait 3 personnes, c'est juste gâché de n'avoir que ces 3 jeux. Et donc, du coup, on est parti dans cette ambition d'aller licencier des jeux étrangers et de les amener en France. Avec une année 2020 plutôt exploratoire pour nous, dans le sens où on a voulu explorer un petit peu sur tout le spectre de types de jeux et de contenu, se chercher un petit peu, voir qu'est-ce qui fonctionnerait, quelle audience fonctionnerait. Les très gros succès commerciaux pour nous de 2020, c'est les petites bourgades, Calico, l'île des chats, évidemment Chronicles, mais ça c'est pas de la licence. Paranormal Detective, non, ça c'est une autre. Pardon. Bonsoir, je m'appelle Vincent. je suis ravi de vous rencontrer. Le temps que tu cherches, je vais remercier La Cabane de Ludo pour le follow. Merci, La Cabane de Ludo. C'est Nirenfar que tu cherchais peut-être. Alors, Nirenfar et Above and Below ont très bien fonctionné aussi. Et c'est Dilemme Express qui s'est très. Voilà, on a vendu 5000 boîtes de Dilemme Express en quelques mois. Donc, ça, c'était une très belle installation. Bon, bref. Et donc, du coup, bah, on a essayé de remettre le pied à l'étrier. On s'était promis de ne pas en faire 20. Et puis. Oups. Ah non, mais il est trop bien ce jeu, il faut qu'on le fasse. Et voilà, donc du coup, on a quand même un agenda assez chargé pour 2021. Et au final, je pense que ça va être un rythme qu'on est parti pour garder, pour faire à peu près une vingtaine de sorties par an. Voilà. C'est donc du coup l'ambition. Et alors du coup, Lucky Duck aujourd'hui, c'est pas que la France. Hein. C'est avant tout, c'est un éditeur anglophone. On a un directeur des ventes aux États-Unis. En fait, les États-Unis, c'est même notre plus grosse destination en termes de vente. Canada, Angleterre, pays nordiques, Australie, Nouvelle-Zélande, Hong Kong, Singapour pour la partie anglophone. Et
français, c'est donc Belgique, Suisse, Québec avec Randolph, et puis la France. Et puis la Pologne on a commencé en Pologne en septembre l'année dernière, et on est tout de suite rentré en GSS polonaise chez Empik. Et voilà, et la Pologne ça se passe très bien, et là la Pologne est partie pour sortir 15 jeux cette année, donc un programme très chargé également chez la Pologne. Finalement la seule langue qui est un petit peu moins chargée en localisation, c'est l'anglais, puisqu'en fait tous les éditeurs anglophones se disent qu'ils peuvent le faire tout seuls puisqu'ils connaissent la langue. Alors que voilà, il y a quelque chose qui fait un peu peur avec le français et le polonais quand on habite aux États-Unis. Ah, Vincent, tu peux nous donner un coup de main parce que on comprend pas ta langue, voilà. Donc en fait, du coup, c'est 3 équipes commerciales et marketing et commercial sur 3 langues et donc sur plusieurs marchés. Donc la société est vraiment internationale pour le coup. Il y a Chesy21 qui dit que vous pourriez faire éventuellement des kits pour franciser des gros succès que vous localisez. Alors c'est fait, on l'a fait. Hein. On a fait un kit de traduction par exemple pour l'île des Châles. Pour l'île de Châles, on l'a fait. On l'a fait aussi pour Nirenfar et Bovenbilo. On l'a fait pour Grim Forest, ouais, pour Grim Forest. Après, il y a des fois, on peut pas le faire. Donc, on a pu le faire sur tous ces jeux-là que j'ai pu citer parce qu'en fait, c'est nous qui nous occupons de la fabrication de ces jeux. Et par exemple, sur Dice Throne, dont on ne s'occupe pas de la fabrication, on achète ce jeu à Roxley dans notre langue. Eh bien, on n'est pas capable généralement d'obtenir ce genre de kit de traduction que l'éditeur original ne veut pas s'embêter à faire. Donc voilà. Donc, quand ça fait sens, on le fait. Voilà. Moi, je voudrais qu'on parle un peu de la reprise de la licence de Valeria. Oui, bien sûr. Parce que j'ai entendu des bruits de couloir sur comment ça s'est fait. Ok. Et du coup, alors, voilà ce que j'ai entendu, c'est que les auteurs ne voulaient plus... Ouais, je mets les pieds dans le plat. Hein, après, allez, vas-y. Mais j'ai cru comprendre que les auteurs de Valeria se plaignaient un peu... la traduction Pixie et tout, et que du coup ils cherchaient des nouveaux repreneurs pour la licence, et que c'est comme ça en fait que vous l'auriez eu. Écoute, je ne sais pas ce qui s'est passé entre Pixie et Isaïs et eux, mais en effet Isaïas voulait rester en France mais cherchait un autre éditeur. Moi à l'époque en fait, bizarrement je veux dire ça, parce qu'en fait je connaissais pas Pixie, enfin je les connaissais de nom mais je connaissais personne. Puis il me dit moi je travaille avec Pixie etc. Mais et donc du coup moi je rencontre les gars de Pixie, des gens hyper sympas, je rencontre Fred. Ah oui, mais je suis pas là pour mettre. Et donc finalement moi je me suis posé, du coup je lui ai dit écoute moi je veux surtout pas vous piquer Valeria, enfin moi j'ai d'autres chats à fouetter. Alors du coup, Isaïas, qui est le PDG de, c'est un copain, parce qu'en fait, du coup, comme je vous dis, nous on est d'abord un éditeur anglophone, donc moi, hors temps Covid, je suis aux États-Unis au moins 5 ou 6 fois par an. Donc du coup, c'est tous des éditeurs américains que je connais assez bien. Et au final, l'accord qu'on a trouvé, c'est que du coup, on est devenu éditeur, mais c'est Pixie qui reste le distributeur. Donc on a trouvé un échiquier qui fait que du coup, on a repris cette communication avec eux. On est et d'ailleurs je salue très fortement Pixie qui finalement est une société qui est passée en très grande croissance, et je pense que ce revers-là c'était le revers d'une hyper croissance de Pixie qui n'était pas forcément alignée avec suffisamment de ressources pour réussir, et un petit cafouillage de communication qui a amené à peut-être des frustrations, mais au final on a trouvé, je pense, le meilleur équilibre, c'est que du coup on a repris l'édition du jeu, sa traduction, son impression, mais on continue de travailler avec Pixie en tant que distributeur. Donc voilà, et au final tout le monde est content. Voilà. Et donc du coup le jeu a été hors stock quasiment pendant 1 an. Mais ça y est, il est de retour, on a repris tout ça. Entre-temps, par contre, sur tout 2020, on a fait tout ce que les gars ils ont fait. Donc on a soutenu, donc du coup, tiens, j'en ai un ici, d'ailleurs, c'est Margrave de Valeria. On a d'ailleurs, là, on en a un, voilà, on en a un qui arrive, alors je me souviens plus le nom de la traduction francophone parce que je suis trop un naze, mais si j'ouvre mes petits fichiers, je trouverai au moins le nom anglais, histoire de pas être un gros naze. Bonsoir, je cherche. Voilà, j'ouvre mes fichiers. Bonsoir, je m'appelle Vincent, mais c'est bien celui c'est bien le dernier Kickstarter dans l'univers de Valeria. Alors non, alors justement, celui-là, c'est une extension coopérative dans l'expérience de.
Je parle pas de pour Valeria le Tu Royaume, parles de mais le Shadow Kingdom, Kickstarter toi? d'avant. Ouais, Voilà, Shadow Kingdom. Pierrot, merci t'es trop fort. Pierrot. Voilà, Pierrot, t'es trop fort. Donc Shadow Kingdom, dont justement je ne me souviens pas du tout du nom français. Et pendant que je vous parle, je vais cliquer sur des petits répertoires histoire de trouver Alors, le le nom Royaume de français. l'ombre, peut-être, non? Je vais te dire ça dans 30 secondes parce que voilà. Et c'est Sombre Royaume. Alors attends, Valeria. Pendant que tu cherches, j'ai une autre question, mais qui n'a pas rien à voir avec Valeria. Je t'écoute. Le changement de packaging pour Dice Throne. Oui. Vous avez communiqué hier, je Oh crois. là là, quelle aventure, hein. Avec le Battle Chest. Oh là là, on vous a donné des frissons sur cette histoire. et cela fait beaucoup débat depuis hier. Eh ben écoute, allez, parlons de ça. Packaging. Ouais. Alors écoute, de toute façon, j'ai essayé de faire un post qui se voulait le plus transparent possible. Honnêtement, je crois qu'il n'y a qu'un truc, c'est d'être vraiment franc, transparent et de vraiment vous ouvrir la réalité de ce que l'édition, voilà. Donc je te la refais à l'oral, hein. Donc concrètement, qu'est-ce qui se passe, c'est que on obtient la licence Dice Throne francophone, on est surexcité et on reçoit les grilles tarifaires. Donc comme j'explique, hein, nous Dice Throne, on n'a pas les mains sur la fabrication, on nous dit voilà les gars les prix, les quantités. Et la grosse boîte, c'était 2000 boîtes minimum. Donc c'est une boîte qui coûte, qui est très très chère à la fabrication. Et nous, on se voyait pas d'en faire 2000. On n'avait aucune idée encore à l'époque. Enfin, nous, on était surexcités, mais de là à faire 2000 boîtes à 100 euros, c'est un gros investissement. Et donc, du coup, on s'est dit non, ça fait aucun sens. En plus, de toute façon, notre objectif, c'est des sorties boutiques. Donc, on va faire une petite précommande et on a cherché une solution. La solution, finalement, ça a été de ne commander que des boîtes boutiques, finalement, et d'acheter ces boîtes, cette Battle Chest vide. Du coup, en fait, elles étaient anglophones et donc du coup sans quantité minimum parce que du coup c'est eux qui en fabriquaient genre 5000 et ça par contre comme c'était pas français etc. Puis de toute façon il y a aucun texte sur cette boîte, je pouvais leur en prendre 200 ou 300 voilà vide. Et donc du coup on avait trouvé une solution qui permettait malgré le fait qu'on n'avait pas du tout l'ambition et on pensait vraiment pas avoir le succès qu'on avait de trouver quand même une solution voilà à petite échelle. Et puis campagne de malade vraiment. Parce qu'il faut que vous gardiez en tête que notre plus grosse campagne de précommande jusqu'ici francophone, je parle pas de nos Kickstarter, hein, ça a été l'île des chats. Ça a été l'île des chats. Pour nous, c'était un truc complètement fou. On avait 500 backers. Voilà, on a fait 50 000 euros avec, je crois, que c'était 650 backers. C'est la révolution, quoi. Mais alors, on n'a jamais vu ça. Donc, du coup, on s'était dit, voilà, 500 backers, c'est le gros qu'on va faire. Puis d'ailleurs, quand tu allais sur CW ou WD, souvent les gars ils disaient oh là là, les gars ils vont sur Game on Tabletop, on n'a jamais rien vu réussir là-dessus. De toute façon, good luck les Lucky Duck. Et ils n'avaient pas de tort. Donc voilà. Et puis finalement voilà, 1800 backers. Et donc on est là, donc ça fait une semaine et demie qu'on est avec Roxy. Donc on a rendu toutes les traductions, le jeu est traduit, tout a été fait. Tout a été relu, tout a été envoyé, donc ils sont en train de préparer les fichiers. L'impression doit démarrer sous peu. Et du coup, on se dit, mais qu'est-ce qu'on a fait, quoi? Qu'est-ce qu'on a fait d'un point de vue en gros, on va imprimer 7000 boîtes que les gars ils vont jeter. Et c'est d'autant plus, c'était un truc qui s'est vraiment embêté en interne. Parce que justement, les gars, je vois la grosse boîte d'Arnaud. Arnaud, il a reçu ça, là. Arnaud, il a reçu mes 4 boîtes. Les 4 boîtes Chronicles of Crime, machin, et puis il a reçu sa boîte Millium, tout ça. Et ce qu'il a fait, Arnaud, c'est qu'il les a ouverts un par un, avec leur plastique, avec tous leurs trucs. Il a juste pris les cartes, les machins, il a remis dans un autre truc avec plastique, et il a, comme nous, il s'est dit, mais waouh, les gars, quel gâchis, quoi. Mais quel gâchis cette boîte. Et on s'est dit, mais on est parti pour faire la même 4 boîtes again, quoi. Et donc, du coup, on se dit, ok, on y va. On va pas faire ça. La bêtise qu'on a fait, c'est qu'on y a été un peu waouh. Non, mais on a été traumatisé, on pleurait plus. Donc on a un peu annoncé en mode il y a zéro retour en arrière. Voilà, on vous l'annonce, c'est comme ça. Et puis évidemment ça a grincé.
Mais en fait, on avait la naïveté en fait dans notre petit monde de gars choqués qui voulaient surtout pas Phasma. On s'est même pas, on s'est dit mais non mais tout le monde sera content, tout le monde sera d'accord que c'est un gâchis. Juste pour montrer en fait que parfois tu vis dans ta bulle, hein, une espèce de bulle cognitive qui fait que tu vois pas la même manière que quelqu'un qui a acheté, à qui tu l'as promis ces 4 boîtes, et même que si c'est les siens, c'est lui qui veut avoir la joie de jeter ses boîtes, d'accord? Et je peux pas leur retirer ce truc-là. Je m'aperçois après, donc gros raz de marée, oh, les Lucky Duck, machin, oh là, ils sont là pour nous voler nos sous. Ils sont... Donc du coup, ils sont là pour faire de l'argent sur notre voilà, exactement. Donc du coup, alors parce que le pire, c'est que du coup, j'en parle en fait. On n'a pas d'économie en fait. On a accepté en plein milieu de campagne de rajouter des dés qui coûtent un vrai bras supplémentaire. Mais on s'est dit, c'est pas grave, il faut le faire. Il y a un engouement de malade et puis c'est un peu en mode stretch goal. Allez, c'est pas grave, on y va, ouais. Puis après, tu fais les matchs, tu fais ah ouais, quand même. Et donc du coup. Et puis donc du coup tu refais les maths à l'envers et donc du coup en retirant ça et puis surtout voilà, la réalité c'est que cette battle box faut se rendre compte de la complexité d'assemblage de la battle box parce qu'en fait quand tu fais un assemblage de boîte duo, ce qui se passe c'est que tu as juste deux lignes d'assemblage pour les 2 personnages et une mise en commun, etc. Quand tu dois faire les 8, tu dois préassembler les 8 personnages chacun dans le truc, c'est un bazar et en fait le coût d'assemblage de la battle chest c'est pas genre 25 centimes de plus quoi. Donc au final, en fait, nous on paye en gros, ça a rééquilibré en gros, c'est le même devis qu'on a eu avant que la campagne démarre, avant qu'on promette des dés. Donc voilà, donc c'est pas en mode waouh trop bien, on a gagné 28 € de plus sur vos boîtes. Oh, je vais m'acheter une Mercedes. Merci les gars, c'était trop fort. Pas du tout. Au final, par contre, on pense que donc du coup on a écouté, mais j'ai vraiment compris. Hein, on est sorti de notre bulle psychorigide dégoûté de Millennium en comprenant qu'il y a des gens qui ont été vraiment choqués, déçus, qui avaient d'ailleurs même pire que ça des histoires. Ah mais non mais avec mon frère on avait prévu de faire 50-50 et là vous comprenez, bah du coup on l'a pas les 50-50 parce qu'il y aura cette grosse boîte. Ah ouais t'as raison, j'y ai pas pensé. Donc au final la solution c'était tout simple, c'est de dire ok. De toute façon, on imprime une série boutique, et ben on va imprimer 150, 200, 300 boîtes de plus vides. Et puis voilà. Au final, je peux vous dire, sur les 1800 backers, il y a 150 personnes qui ont demandé ces boîtes, et je les juge pas. C'est leur droit. Elles ont leurs histoires à elles, ces personnes. Elles ont une raison qui fait qu'elles ont besoin de ces boîtes. Et ben elles seront là. Par contre, je suis ravi au final que du coup ces 150 personnes en boire vite, mais que du coup il y ait 1650 personnes qui du coup n'en avaient pas besoin et qu'on va faire enfin c'était un conteneur vin. C'était un conteneur de vin de boîte vide. Non mais c'était tellement fou et con. Rien que l'empreinte écologique du bateau c'était fou. Voilà. Bon voilà, donc voilà l'histoire de Dice Throne et de leçons en communication, de leçons de sortir de sa bulle et de quand même garder la perspective des backers au lieu de te dire non mais c'est trop bien ce qu'on fait. Et puis au final rester à l'écoute. Pour moi, je pense que la force de notre maison d'édition, c'est qu'on a toujours été transparent. Voilà, moi je vous raconte vraiment les détails de ce qui se passe dans les coulisses de l'édition et de la manière dont ça fonctionne. Et parce qu'il y a que comme ça que l'histoire peut être racontée et être comprise en fait. Hein. Que c'était pas du tout une option au début et que si on l'avait eu, on se serait évité tout un tas d'histoires aujourd'hui. Voilà. Et du coup, cette histoire de Battle Chest, est-ce que pour la saison 2 de Dice Throne sera... écoute, je pense que là, cette fois-ci, on va y aller directement en fait. Hein, directement, ouais, c'est ça. En fait, je pense qu'il y a suffisamment d'engouement sur cette première campagne pour qu'on y aille tout de suite et qu'on s'engage sur ces 2000 boîtes de la saison 2. On serrera un peu les fesses quand même parce que tu sais jamais quoi. Peut-être que ça se trouve tu n'en auras que 1000 qui viendront et là on se retrouve avec 1000 battle chest sur les bras qui nous coûtent un bras donc c'est compliqué. Mais bon, on n'y est pas encore. Donc on verra quand on y sera. Mais bref. Et pour terminer avec Dice Throne, je t'ai posé la question vendredi sur le stream de Kyle Owen, mais je pense pas que c'est échangé. Mais pour ceux qui n'étaient pas avec nous, Adventures. Alors Adventures, pour le moment. Alors Adventure, pour le moment, on nous l'a pas proposé. On nous a dit c'est pas disponible pour les licensors, peut-être plus tard.
Donc nous, on nous l'a pas proposé. J'espère qu'avec la sortie de la saison 2, dans la foulée, ils le font, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous le demandent. Mais aujourd'hui, j'ai pas l'option. Voilà, donc tout ce que je veux faire, c'est un peu de lobby auprès de Gavan, le PDG de Roxy, en disant Gavan, Adventure, s'il te plaît. Mais bon, en même temps, on va pas mettre la charrue avant les bœufs. On fait la saison 1, on va la sortir pour Noël, et on va faire la saison 2 dans la foulée, qu'on va sortir certainement du coup en boutique pour l'été 2022. Et je pense que si cette saison se passe bien, on fera Adventure. Alors c'est vrai que peut-être qu'on peut faire Adventure avec la saison 2. Bon, on verra. Je sais pas encore. En tout cas, pour le moment, je te dis, j'ai pas cette option. D'accord. Ah, Et ouais, vas-y Arnaud. Non, je disais que c'était dommage. C'est dommage. Ouais. C'est dommage. Sinon, tu nous donnes son adresse mail, on va tous envoyer un mail aussi. Ouais, c'est ça. C'est pas mal. Comment je pourrais perdre un ami, tu sais? T'envoies une mob de 300 joueurs. Ouais, c'est quoi ce truc? Les Lucky Duck, ils nous ont dit que c'est pas vous. Oh non, les gars. Non, mais parce que c'est vrai qu'avec Pierrot, en tout cas, on a pu tester le Adventure en module TTS. Et ça renouvelle complètement l'expérience du jeu, quoi. Ah ben en fait ça amène une partie coop en fait, hein. Ça amène une partie coop où tu t'as le même le même délire asymétrique de gestion de ton personnage, et d'ailleurs c'est vraiment la force de Dice Throne, hein. C'est qu'on est très loin du jeu de dés en fait, hein. C'est vraiment un jeu complexe avec des héros, avec des états hyper complexes. Par exemple le Tréant, qui est l'un des personnages, ou si c'est pas le personnage le plus complexe de la saison 1. Il a espèce de petite, je sais plus la traduction française, mais en fait c'est des, on va dire ça, des graines qui se transforment en espèce de fées, de plantes, et t'as plusieurs, et en gros t'as une espèce de gestion et vraiment de stratégie, plus que même de tactique, hein, de stratégie sur la manière de jouer le personnage au mieux où c'est pas juste tu lances ces dés, t'as fait 25, ça fait 25 points de dégâts. Allez, au suivant, hein. Il y a une profondeur là-dedans. Et alors du coup, tu prends ça et tu le mets sur un jeu coop, même parfois un peu dur, parce que moi aussi je l'ai, le Adventure, évidemment, j'étais un backer, un fan total de la première heure. J'ai joué beaucoup avec mon fils et ma fille. Et d'ailleurs, la difficulté peut être assez. Ça peut piquer, quoi, hein. Enfin, en tout cas, avec mes enfants qui sont un peu en mode, ouais, si, c'est bon, papa, t'inquiète. Non. Ah, bref. Donc voilà, bref, on espère tous, mais pour le moment c'est pas gagné. Peut-être qu'avec j'espère qu'au moment où les choses se précisent pour la campagne de la saison 2, que Adventure devienne disponible. Donc il faut juste être patient pour le moment. Ok. Et du coup, le futur de Lucky Duck, à court ou moyen terme? Alors le futur, il y a plusieurs dimensions sur notre futur. Une de nos plus grosses missions, j'en parlais tout à l'heure, hein, c'est de continuer ce travail de création de jeux hybrides narratifs. Voilà. Donc Destiny qui sort là, on a 1900 qui sort fin avril, on a 2400 qui sort cet hiver. On a, et je peux vous en parler, là j'espère que Guillaume ne regarde pas. Guillaume, il est pas dans le chat. Spoil, bordel. Et donc du coup, voilà. Allez, je vous lâche encore un petit morceau. Et donc, on est en train de travailler avec David Sicurel, l'auteur de Chronicles of Crime, sur un jeu hybride narratif pour enfants. Voilà. Avec notamment donc l'arrivée d'une ligne Lucky Duck Kids, qui est vraiment notre ligne jeunesse, qui verra l'arrivée donc de deux jeux hybrides, dont un narratif par David et un autre qui est, j'ai le sourire se relève juste de penser au jeu, que je ne peux pas encore vous en parler parce que si Guillaume est là, vraiment j'ai plus de tête. Mais bref, c'est des choses qu'on va pouvoir vous annoncer, on va dire milieu de l'été. Et qui sont je peux juste vous dire que c'est une coopération avec un studio allemand qui a fait un jeu
hybride absolument exceptionnel. Et donc, on reprend pour une thématique enfant, hyper bien adapté, super mignon, et avec un usage du téléphone qui fonctionne hyper bien par rapport à un aspect éducatif qui n'est pas possible avec juste des cartes. Et puis, donc voilà. Donc du coup, d'un point de vue narratif hybride... Est-ce que tu peux nous lâcher la tranche d'âge? Allez, à voilà, c'est 7+, on est parti 7+. Voilà, nous on est parti sur, voilà, on n'est pas parti 4, 6, on part tout de suite 7+. Par contre, c'est du 7+ à faire avec les parents. On est vraiment sur, on n'est pas sur un jeu autonome, on est vraiment, c'est un jeu familial pour des enfants de 7+, mais par exemple sur, oh là, non, mais je m'aperçois que je vais en lâcher trop. Bon, voilà, donc voilà, 7+, ça c'est fait. Mais donc, pour parler du futur, donc du coup, en fait, le point central, c'est l'hybride narratif, donc du coup jeunesse. On a donc familial plus avec donc Chronicles et une licence qu'on n'a toujours pas annoncée, qui est signée depuis juillet l'année dernière et qui est toujours pas annoncée pour plein de raisons, et qu'on est en train de travailler, qui sera un hybride narratif policier. Voilà. Donc je peux juste vous un petit spoil, c'est qu'on a une très très grosse licence d'une série, d'une série incroyable, et qui voilà. Donc je ne peux pas vous dire qui encore, mais alors ça arrivera. Est-ce que ce serait pas une série des années 90 du samedi soir en 3 épisodes, la trilogie du samedi soir? Ce n'est pas Hélène et les abeilles. C'est pas ça, je pensais à une vérité qui serait ailleurs, quelque chose comme ça. Non, c'est pas celui-là. Non, mais d'ailleurs, je vous en dis pas plus. C'est Colombo, la donc, vérité. Du coup, donc jeunesse familiale avec du Chronicles of Crime et d'autres trucs policiers familial plus. Et puis expert. Alors quand je dis expert, c'est pas forcément jeu euro, c'est expert dans son thème. Destiny, finalement, c'est un jeu très accessible, puisqu'en fait il y a 6 pages de livret de règles qui se lit très simple, parce que tout le reste est dans l'application, donc ça reste un jeu en fait hyper accessible dans sa jouabilité. Par contre, dans son thème, c'est du 16+. J'espère qu'ils ont bien mis 16 ans. Ok, ils ont mis 14 ans. C'est 14+. Mais c'est du vrai 14+. Voilà, c'est du vrai 14+. Avec c'est le Moyen-Âge, pas du tout bisounours, c'est du Moyen-Âge, il y a de la boue partout et ça pue quoi. C'est très dur, donc voilà. Et donc du coup, c'est ça que j'appelle expert. Donc c'est des jeux, voilà, 50 €. Donc c'est pas pour tous les portefeuilles, c'est un petit investissement, des miniatures, un thème un petit peu plus corsé, et donc voilà. Et ça, là-dessus, par contre, je peux vous lâcher un autre truc. Alors là, vraiment, je vous lâche un truc. C'est qu'on est en train de travailler avec des copains. Ça sera notre première copublication qui, a priori, sera en campagne de financement participatif. Ça sera notre dernière campagne de l'année. Et c'est une collaboration avec un studio que j'adore. Je suis complètement fan. À qui on donne nos outils d'écriture numérique, et qui se servent de ça pour... Ah, c'était ton prototype de Destiny. Et donc du coup qui prennent nos outils d'écriture numérique et qui sont en train d'écrire un jeu. Alors on a déjà joué au premier épisode, et c'est fabuleux, et c'est justement cette partie expert. Là par contre on est même sur du 16 voire 18+, sur une thématique dramatiquement adulte. C'est même très psychologique. Et donc voilà. Encore une fois, je peux pas vous en dire plus, mais donc tout ça pour vous montrer qu'en fait, on est vraiment investi du coup sur vraiment sur tout le spectre d'audience, et le point commun, c'est l'hybride narratif. Voilà. Très intéressant comme concept. Alors, et pendant que je suis là, j'en profite, parce que du coup, Arnaud, j'avais vu ton retour de 1400. Et j'avais vu à la fin, tu as dit, je me suis retenu de lui donner un petit sigle parce qu'il utilise l'application. Et je pense que ce serait un super débat d'en parler de ça. Qu'est-ce qui, pour toi, pourquoi est-ce que cet applicatif est quelque chose qui a retiré ce sigle final? Alors en fait, je t'entends pas. C'est à moi que tu parles. C'est moi qui me suis foiré.
Vous m'entendez? Non, je voulais juste, je vais couper la Est-ce que vous parole pouvez parler? vite fait parce qu'on a Ludic C'est bon, ça qui y est. doit. Ah ben, c'est parce qu'il y a un bouton, j'ai appuyé dessus, je suis vraiment trop nul. Bonsoir Arnaud, bonsoir. Oui, donc bonsoir Vincent, parce que depuis tout à l'heure, j'essaye de te couper la parole. Donc depuis tout à l'heure, je suis en train de dire Vincent, je dois te couper la parole. Attends Vincent, merci beaucoup. Fallait pas m'inviter. Oh, le mec il peut plus arrêter de parler. Oh là là, mais coupez son micro, mec. Oh là là, je suis désolé. On a eu le même problème avec Léandre la dernière fois. Les mecs de chez Lucky Dog, franchement. Oh là là, le matériel va évoluer hein, avec l'argent qui se font avec le matériel. Ah bah là, avec grâce aux économies écologiques, je veux dire qu'on est royal là. Hein. Juste la parole parce qu'on a Elsa qui doit nous quitter. Excuse-moi Elsa. Oh là là, mais quel boulet. Oh, je me sens vraiment très bête. Hein. Mais merci beaucoup Elsa. Mais ça fait plaisir. Non, moi, en fait, il est 4h30. Je retourne travailler, mais je vous souhaite... je vous souhaite de passer une belle soirée. C'est super intéressant de discuter avec vous. Donc, merci. Ouais, un grand merci Elsa. Ton introduction était vraiment super. Hâte d'écouter la suite. Et puis on se retrouve au mois de mai, Elsa. Exactement. Bye bye. Merci. Bye bye. Bye bye. Du coup, Arnaud, je te laisse répondre à la question. Du coup, en fait, c'est pas moi qui ai écrit l'article, hein, c'est mon nègre. Mais du coup, est-ce que tu peux répéter la question parce que je l'ai pas tout à fait compris. En fait, dans l'article 2400, du coup, je ne sais pas qui avait écrit, mais je lisais donc que c'était Mathieu, qui au final n'avait décidé de pas mettre enfin, il disait qu'il avait adoré le jeu, qu'il le recommandait, mais qu'il lui avait pas donné le sigle final. Et sa raison, c'était parce que ça utilisait une application et que pour lui c'était sacré-saint. Alors lui, il a trouvé que, alors je partage pas forcément son avis, mais c'est le sien. Il a trouvé qu'effectivement le fait qu'il y ait une application, ça c'est assez clivant sur les gens qui en fait, t'as toute une branche des joueurs de jeux de société, comme tu le sais sûrement, qui disent non mais le jeu de société c'est pas un jeu vidéo, c'est. Ça tu sais, je l'ai entendu plus d'une fois. Voilà, c'est le jeu de société, c'est que des cartes, c'est que des dés, c'est que du carton, et s'il y a une application, bah c'est voilà. Et ce que je trouve dommage dans sa revue, donc du coup, c'est pour l'échange, hein, c'est pas du tout. Oui, bien sûr. Ce qui est dommage, c'est que finalement, il avait l'air d'avoir vraiment aimé, mais c'est retenu en se disant non, mais on va me critiquer si je donne ça parce qu'il y a une application dessus. Et parce que je voulais en parler parce qu'en fait, c'est vraiment c'est un outil de création ludique, cette application, que le papier ne pourrait pas faire. Et en fait, c'est vraiment et du coup, je défends très fortement le fait que c'est les jeux comme la série Millennium et Chronicles of Crime n'auraient jamais pu exister sous forme papier. C'était pas possible. Tu serais constamment en train de tourner un bouquin dans tous les sens avec alors si t'as la petite pastille verte et que t'as la pastille rouge et que t'as le machin, alors tu vas en 124, sinon tu vas en 125. Et pire que ça, tu vois, l'aspect en fait où tu reçois des coups de fil. C'est un aspect pour l'auteur incroyablement puissant parce qu'en fait ça donne à l'auteur la capacité d'aller vers le joueur sans que le joueur doive appliquer une règle, d'accord? Il n'est pas obligé de tirer un paquet en lui disant ah bah là tu reçois un coup de fil. Non, tu es en train de réfléchir, machin, et d'un seul coup le téléphone sonne et c'est l'intrusion du game designer, comme un tour de magie qui vient interrompre. Et donc du coup et en fait, c'est marrant parce que je reviens dessus parce qu'en fait, je l'avais pas entendu cette raison jusqu'ici en fait, qu'en fait j'ai adoré le jeu, mais parce qu'il y avait une application, je peux pas vous donner le sigle. Et c'est pas grave, hein, en même temps, c'est pas du tout un jugement, au contraire. Mais je trouvais que c'est assez intéressant comme point de vue et que ça montre encore que même en 2021, alors qu'il y a eu des unlocks, alors qu'il y a eu tout un jeu, tu vois, comment ça s'appelle, détectives de Portal qui sont des copains. D'ailleurs, ils sont à 1 heure de route d'ici. Je connais très très bien Ignacy. J'ai plein d'histoires à vous raconter entre Chronicles et Détectives. Donc voilà. Et mon micro est pas bouché là. C'est ça, vous m'entendez? Vous pouvez me couper la parole là. Oui, parfait. Oh bref. Non mais en tout cas, pas de problème. Du coup, j'en parlerai avec Mathieu.
Oui, mais mais tu vois, t'hésites pas à lui envoyer un mail, hein, Ouais, non, mais mathieu@indécent.fr. non, enfin, en même temps, jamais je réécris. Je pensais que c'était toi qui écrivais, donc je me dis, bah écoute, on va en parler. C'était une occasion de débattre en fait, parce que moi, Non, mais il y a pas de problème. j'aime bien cette conversation. J'adore ces conversations. En fait, Alors, toi, moi, je trouve quand même qu'il y a un défaut sur Chronicles of Crime, je t'écoute. justement avec cette appli. Et Ok. c'est peut-être le problème qu'il a eu aussi, c'est que en fait, quand on est plus de 2, Ouais. l'appli, elle coupe un peu au niveau du jeu. C'est-à-dire, t'as celui qui regarde, t'as celui qui note ce que dit celui qui regarde, et puis les autres, ben, tu vois. Alors en fait, c'est possible. Après, ça dépend de la sensibilité des joueurs et de la cohésion du groupe. La clé pour débloquer ça, c'est de caster c'est le mot anglais, mais vous pouvez m'appeler Jean-Claude Van Damme si vous voulez, mais c'est de déporter le téléphone sur votre télé. Et la télé, ça débloque absolument tout parce que finalement, tout le monde peut enfin lire ce qui se passe. Et c'est vraiment c'est le moyen d'engager un groupe. Alors du coup, le 4 joueurs, en fait, tu vois, tu as presque une limite de joueurs, c'est une limite théorique, c'est 4 joueurs. Techniquement, si on avait 5, concrètement, toi, tout le monde est autour. Et en fait, ces 4 joueurs, on a vu que vraiment, au bout du 5e joueur, c'était littéralement constant. Tu as une personne qui se désengage de la même manière dont tu le parles. Donc, toi, ton expérience était à partir de la 3e personne. Nous, notre expérience vraiment globale, c'était 4. Ça passe encore, 5, ça passe plus. Et par contre, de rajouter la télé, on a vu des soirées à 10 personnes sans problème, parce que du coup, tu as cette télé qui est le truc où tout le monde est là, attends, ouais, machin, et tout, parce que tout le monde peut lire. Et donc, je suis d'accord avec toi. Hein. C'est quelque part quelque chose qui est vrai aussi pour tout jeu narratif sans l'application. Hein. Quand tu joues à Sherlock, bah, tu as quelqu'un qui a le bouquin Sherlock et qui va devoir lire et t'espères que la personne qui a le bouquin, c'est quelqu'un qui sait lire bien avec un peu d'émotion pour t'engager parce que Sherlock, c'est des pavés hyper longs et donc du coup, quand tu dis bon moi allez tout le monde va lire un petit peu, allez Thierry tu le prends et puis Thierry il tremble un peu et il va dire ok je vais faire et puis tout le monde est là en train de le Thierry il sait pas trop bien lire quoi hein, et tout. Donc en fait il y a cette vérité, elle est vraie sur beaucoup de jeux. Excuse-moi, narratif avec beaucoup de lecture en fait. Et malheureusement du coup comme c'est l'appareil, on se dit ah ben c'est la faute de l'appareil. C'est vrai que c'est l'objet, hein, il est tout petit, mais il a l'avantage d'être pouvoir être mis sur une télé. Ouais. Après mais quand télé, t'es en association, tu vas pas venir avec ton jeu et la télé. Ouais. Ah bah, après tout le monde a une télé quoi. Hein. Mais quand tu vas dans un local associatif. Ouais. Tu vois. Ouais. Ou dans un bar. Parce dans que un en bar. fait, alors écoutez, en tout cas, le jeu est pas parfait. Hein. Une chose est certaine, c'est que il se joue très très bien à 2, ça c'est certain, parce que du coup, il est vraiment bien équilibré. Pour moi, c'est la meilleure configuration à 2. Hein. On est d'accord que c'est un très bon jeu de couple. Oui. Et il peut jouer à 4 très bien si le groupe a l'habitude de jouer en coop. En gros, des groupes de 4 qui ont fait beaucoup de jeux de coop n'auront aucun problème sur cette dynamique-là. Après, des groupes inventés pour la soirée avec une personne rapportée, etc., qui se cherchent sur la dynamique qu'ils ont, sur qui est un peu alpha autour de la table et qui va mener les choses, ça va être un groupe qui va peut-être un petit peu plus souffrir à 4 sur un Chronicles. Voilà. Mais je pense qu'il s'ouvrirait sur d'autres jeux en fait aussi d'un problème du coup qui est le problème de coop en fait. Hein, Alors moi je l'ai essayé en solo. Je sais pas si la boîte elle prévoit. Ah bien sûr. Elle est prévue en solo. Ah bien sûr. Oui, très très bien, bien sûr, bien sûr. Par contre c'est beaucoup plus difficile parce qu'il faut se souvenir. Exactement. De ce que tu as vu. Exactement. Et puis il te manque cet aspect de débat avec la personne où tu dis qu'est-ce que tu en penses, etc. Ouais. Donc tu es tout seul, hein, c'est beaucoup plus dur en solo. Mais en deux, c'est bien. Et la télé, c'est vrai que j'y avais pas pensé. Moi, ce que je trouve génial dans Chronicles of Crime, c'est la réalité augmentée. Enfin, ceux qui n'ont pas les lunettes, il faut acheter les lunettes. Parce que ça te donne une immersion qui est incroyable et que t'as pas à la télé et t'as pas si t'as le téléphone mais pas les lunettes quoi. Alors la raison pour laquelle les lunettes au final sont pas dans la boîte, on a longuement débattu si ces lunettes devaient pas être dans la boîte de base. Malheureusement, elles auraient poussé le jeu à 40 €, donc on a voulu laisser le jeu à 30, pour pas que ces lunettes encombrent ça. Et surtout,
ayant fait beaucoup de démos avant la sortie, on a fait un gros essai où je sais pas combien de démos on a fait. On s'est aperçu qu'il y avait à peu près la moitié des joueurs qui ne pouvaient pas mettre ces lunettes parce que ils avaient des lunettes ou parce qu'ils avaient des problèmes de vue. Et donc voilà, si vous faites partie de ces 50% qui ne portaient pas de lunettes, n'avaient pas de problème de vue, comme j'ai l'impression que là les 4 personnes autour de la table sont notre cas, on est des jeunes petits gars qui avons une bonne vue. Suivez la vie d'Arnaud parce que c'est vrai que c'est assez bluffant en fait finalement que son téléphone puisse devenir vraiment un quest quoi. Hein. C'est vraiment c'est une vue très immersive et malheureusement c'est quelque chose qui ne fonctionne pas du tout dès que vous devez porter des lunettes. Voilà. Ah oui. Et ça casse complètement la stéréoscopie et c'est pas confortable. Hein. Ça se porte mal et donc et du coup c'est ça qui nous a amené à ne pas mettre les lunettes dans la boîte. Elle a laissé à une option parce qu'on pensait que du coup le prix était plus doux et que finalement on vendait pas des lunettes qui seraient pas utilisables par tout le monde. Donc du coup c'est à bien juger. Par contre, Mathieu m'a fait un retour qui n'est pas sur l'article, mais il m'a fait un retour. Il n'a pas pu utiliser les lunettes sur son téléphone. Alors, apparemment, ça fonctionnait pas. Ah bon, ok, c'est possible. Alors, tu sais, après, nous, on est dépendant de... Ça s'appelle Google Cardboard. Et donc, ces lunettes ne sont pas forcément compatibles avec 100% des devices. J'imagine que c'était un Android déjà, parce que ça marche sur tous les iPhones. Et par contre, Android, il y a plus de 500 appareils différents. Donc, il est possible qu'il y ait quelques-uns sur lesquels ça ne marche pas. C'est dommage pour lui. Dans le chat, Vincent, on nous demande s'il y avait une application pour construire ses propres scénarios avec 1400. Alors, oui, ça arrive. En fait, on veut sortir 2400 avant de libérer cette application avec ça. Donc, il y a une application aujourd'hui qui permet de travailler sur le jeu de base noir et Welcome to Edview. Et pour 1400, 1900 et 2400, on attend la sortie de 2400 pour pouvoir libérer ces fonctionnalités. Donc du coup, on parle de fin juin avec la sortie de 2400 pour les backers. L'application sera la même, en fait, elle sera mise à jour avec ces fonctionnalités-là. D'accord. Si plus personne n'a de questions, on peut du coup passer au coup de cœur. Oui. Et ben allons-y alors. Tout le monde. C'est parti. Ok. Honneur à l'invité, Vincent. Ouais. Ton coup de cœur du mois d'avril. Alors en fait, il y a c'est embêtant parce qu'en fait, mon coup de cœur du mois d'avril, c'est un jeu à moi. Alors tu sais quoi, je vais le ressortir et je vais vous parler d'un autre jeu parce que c'est assez moche, un éditeur qui vient parler de ses propres jeux. Mais pour le coup, c'est assez rare en fait, mais c'est vraiment. Alors bref, Dwelling of Eldervale. Et je sais pas si vous avez entendu parler de ce jeu. C'était un Kickstarter d'une société qui s'appelle Breaking Games. C'est un jeu de placement d'ouvriers et de gestion de main absolument incroyable. C'est un Kickstarter que finalement j'ai reçu il y a bien 3 mois de ça maintenant et que j'ai enfin pu remettre sur ma table au mois d'avril. C'est un jeu que j'avais joué 2 fois sous sa version prototype qui m'avait complètement bluffé, retourné le cerveau. Et du coup, c'était une joie immense de pouvoir jouer à ce jeu dans sa version finale avec toutes ses miniatures. Et donc, c'est Dwelling of Eldervale, mon coup de cœur du mois d'avril. Ok. Arnaud ? Ouais. Alors moi, c'est un jeu qui est sorti il y a pas très longtemps. Ça s'appelle Dive. Alors, j'ai une version, c'est la version proto que j'ai là. C'est un jeu chez Sit Down Edition. Et j'ai trouvé le concept, il est ouf parce que on n'a jamais vu ça ailleurs. Je suis étonné d'ailleurs que les Québec l'aient pas fait. En fait, le jeu il est composé de feuilles comme ça, transparentes. Et il faut donc le pitch, c'est qu'on joue des plongeurs qui plongent, qui sautent au-dessus d'une falaise et qui plongent dans la mer. Et en fait, la mer, elle est composée de ces feuilles-là. Et il faut réussir à voir, je sais pas si vous voyez bien là, mais il faut réussir à voir à quelle couche se trouvent les requins, à quelle couche se trouvent les tortues, etc. Et en fait, après, on vérifie.
Et vous voyez, par exemple, là, il y avait un requin, on l'a pas forcément vu. Et le piège, c'est que des fois, il y a des trous dans les feuilles. Et donc, des fois, on a l'impression que le requin, il est sur la première feuille, mais en fait, il est sur la deuxième ou la troisième feuille. Et on peut utiliser son téléphone. Alors là, je peux pas parce que j'utilise comme webcam, mais on peut utiliser son téléphone pour éclairer par en dessous, par sur le côté, etc., pour essayer de voir avec les jeux de lumière à quel niveau se trouvent les animaux. Et en fait, à chaque tour, il faut savoir où se trouvent les requins. C'est soit il y a un requin, soit il n'y a pas de requin. Sur les 5 premières feuilles. D'accord. Et ça, on y a joué, c'est hyper difficile déjà. Parce que franchement, pour savoir si un requin sur la 5e feuille, il faut vraiment se lever de bonne heure. Ou faut avoir du bol. Mais voilà, j'ai trouvé le concept. Donc là c'est du proto. Hein. Ça sera un truc en carton avec du. Enfin, c'est un truc, c'est sorti avec des dessins et tout. Mais c'est Dive, coup de cœur du mois d'avril. J'ai jamais. Enfin, ça fait longtemps que j'ai pas eu une surprise une aussi bonne surprise qu'avec un jeu. Depuis Chronicles of Crime. Petit cœur avec les doigts, petit cœur avec les doigts. Attends, je fais bien le lèche-cul. Hein. Écoute, ça fait plaisir, merci. Du coup, Pierrot, on va passer à ton coup de cœur. Sinon, je compléterai plutôt le tien. Ah, tu complètes le mien? D'accord. Ouais. Du coup, Kyo qui est en régie ce soir. Est-ce que tu peux afficher le visuel? Moi, j'avais choisi Valeria, le royaume, que j'avais déjà testé par ton frère, justement, avec Pierrot, Vincent qui me l'avait présenté. J'avais déjà adoré quand on a joué en multi. Et là, j'ai joué en solo et j'ai joué avec ma compagne qui, d'habitude, ne joue pas. Et là, quand je lui ai expliqué les mécaniques de jeu, la partie était fluide. Pour la petite info, elle m'a mis une belle pilée. C'est comme ça, ouais, moi j'aime pas tes jeux, je vais en jouer. Puis quand elle joue, elle te met une raclée, tu finis quoi. Ouais, c'est ça. Tu sais, il suffit que tu traduises ce que fait la carte duc et puis là, c'est fini. Tu fais plus rien, tu la laisses faire et elle te roule dessus. Non, mais voilà, c'est aussi un coup de cœur parce que mécaniquement, il est facile à jouer. Pas de texte sur les cartes et puis voilà, c'est le moment que j'ai passé avec elle aussi où on a bien rigolé, on a partagé un bon moment et on s'est évadé pendant 1 heure de jeu quoi. Super. Voilà. Et j'ai l'extension Sombreval mais on n'y a pas encore joué avec. Donc voilà, moi Valeria le royaume ce mois-ci et on en est au moins à une 30aine de parties depuis qu'on est. Génial. Beaucoup de cœur. Hein. Voilà. Ah ouais, et en solo, il est très bon aussi. Hein. Ah, le solo est génial. Pour le coup, le solo est génial. Bonne idée d'utilisation de ces cartes duc. Donc, vas-y, Pierrot, moi, du coup, le coup de cœur, c'est vraiment la réimpression, en fait, du jeu, puis des extensions qui avaient disparu, parce que j'avais que 2 feuilles de glace avant. Maintenant, j'ai récupéré Sombreval. Donc, sur ces 2 extensions, ça t'apporte plein de citoyens démonstrant plus, donc un maximum de rejouabilité encore vraiment qui s'intensifie. Ça, c'est génial. Mais vraiment, le coup de cœur pour moi, j'ai plus le petit carton parce que ça rentre dans la boîte et ça, c'est pour faire des économies. Hein. C'est écologique en plus quand ça rentre dans la boîte. C'est le pack d'extensions que vous pouvez pas trouver en français avant Lucky Duck. Donc ça, pour ça, merci Vincent, franchement. Parce que dans le pack d'extension... Celui-là, ça a été une galère à le faire, votre pack. Tous les fans nous le demandent. Excuse-moi, Pierrot, je t'ai coupé. Ouais, vas-y. Hein. Non, vas-y, je t'en prie, excuse-moi. Du coup, ce pack, 83 cartes qui permettent d'avoir. Donc d'abord, il y a le garde du roi. Donc avec ça, on récupère sur chaque pile de monstres, on récupère un gardien supplémentaire pour pouvoir encore augmenter la difficulté, on va dire, avant d'arriver jusqu'au roi. Le deuxième extension, c'est le samouraï immortel. Donc ça, quand vous avez récupéré les 2 premières extensions, donc de feuilles de glace, Sombreval, vous avez des cartes événements que vous pouvez avoir dans Épuisé.
Et en fait, là, vous avez un événement qui vous sort justement le samouraï immortel. Et donc, quand vous tirez cette carte, vous allez placer chaque joueur va placer une carte samouraï immortel sur une pile qui n'est pas encore épuisée. Il faudra donc le battre avant de pouvoir recruter les citoyens que vous voulez obtenir. Donc là, voilà, encore des mécaniques comme ça qui encore plus importantes. Ça nous rajoute les émissaires. Alors, les cartes émissaires, en plus, il y en a un paquet, le temps que je les sorte. Enfin, bref, un paquet de cartes émissaires. Une nouvelle action disponible. Voilà, vous avez alors, je vais montrer ça mieux. Des cartes encore qui vont se mettre au-dessus des différentes pioches de monstres. Et là, vous faites l'action, vous choisissez une carte, vous faites l'action de la carte, vous la remettez en dessous de la pile, elle reviendra plus tard. Voilà, une action supplémentaire à chaque tour. Pack paysan et chevalier, bon, ça, c'est surtout, on va dire, du visuel, du cosmétique. Hein. Au lieu d'avoir ces paysans de départ, on a des paysannes. Voilà, un petit changement aussi pour les chevaliers. Bon, ça, c'est que du cosmétique, comme je disais. Mais on a aussi un pack qui permet, encore une fois, dans les cartes événements, voilà, c'est celle-ci, de pouvoir, je tire cette carte événement, et immédiatement, vous avez des nouveaux citoyens qui apparaissent en jeu, ou alors vous pouvez les mettre en début de partie comme vous le souhaitez, mais je trouve qu'il y a un petit effet de surprise qui est toujours sympa à mettre avec ces événements. Mais elle est Et géniale, enfin, cette extension. le dernier pack, attention que je retrouve, c'est les reliques. Et donc, en début de partie, on donne 2 cartes reliques à chaque joueur, comme pour les ducs, et vous allez en choisir une. Donc, les reliques, vous allez avoir soit, si je prends par exemple du coup l'anneau cornélien ici, ça vous donne une possibilité d'action supplémentaire. Donc là, chaque tour, vous gagnez une pièce, et en plus, vous pouvez acheter un domaine. Ou alors, des cartes qui vous disent, à n'importe quand la partie, lorsque vous construisez un domaine, vous pouvez ignorer un des prérequis, etc. Donc voilà, ça c'est vraiment le gros coup de cœur. Moi, c'est ce pack-là, avec toutes les cartes promo en plus qu'on a, que je trouve génial et qui décuple la rejouabilité du jeu. J'ai vraiment adoré. Ouais, alors en fait, du coup, je disais qu'en fait, merci pour le follow. Donc ouais, merci Pierrot pour ça. En fait, ça me fait tellement plaisir que ce soit ton coup de cœur parce que celui-là, ça a été un travail mais absolument impossible parce qu'en fait, du coup, elles étaient partout ces mini-extensions. C'est pas comme si Isaias nous a dit ah bah voilà les gars, c'est bon, vous avez juste à travers ça. Ça a été un travail où on a dû trouver les extensions à droite, à gauche, les remettre, les revérifier, tout remettre. Parce qu'en plus, ce que tu montres pas, c'est qu'elles viennent avec leurs intercalaires, elles viennent avec tout un tas de trucs pour. Il y a tout dedans. Ça a été d'ailleurs, pour être franc, la réimpression a pris une éternité parce qu'en fait, la préparation de ce pack a pris une éternité. Donc, ça fait tellement plaisir que tout ce travail ait au moins touché une personne. Petit cœur, merci. Voilà. Et si du coup tu veux une 5e personne qui bosse en France, voilà, les intercalaires en plus. Ouais, exactement, ouais. Voilà, qui viennent à chaque fois. Merci Pierrot. On les trouve dans toutes nos bonnes boutiques, hein, cette extension. Exactement, voilà, absolument. À la base, on pensait la garder que sur le site web et finalement on s'est dit ça sert à rien de garder ça que sur le site web, on va mettre ça en boutique. C'est vrai qu'elle paye pas de mine comme ça, c'est un carton acheté, donc on n'a pas fait d'impression, etc. Mais voilà. Elle est bien remplie. Et tout rentre dans la boîte de base et ça c'est génial. Vraiment. Bon, par contre, faut pas encore sortir 10 extensions parce que là, ça rentrera plus. Hein. Justement, tu sais, je sais pas si tu as vu, il y avait une campagne donc pour une extension coopérative. Et en fait, pour ceux qui ont tout, ça passe même plus dans la grosse boîte qu'ils ont fait. Donc, ils ont fait une grosse boîte qu'on va ramener en France également, en fait, du coup, pour cet hiver. Alors j'ai pas joué à c'est pas moi qui l'ai joué, c'est l'équipe qui a joué à cette extension coopérative, mais tout le monde m'a dit waouh les gars, c'est énorme ce qu'ils ont fait. Donc où en gros tu reprends tout ça, mais cette fois-ci tu te bats contre, voilà, t'étais en mode une espèce de mode aventure coopératif. Donc ça il reprend encore le mode de jeu et le retourne encore sur sa tête. Donc voilà. C'est un truc qui s'inspire un peu du mode solo ou pas du tout? Non, c'est encore assez différent. C'est presque plus narratif et genre, c'est vraiment une aventure. Voilà. Top. Bon on arrive au terme de cette émission.
Vincent, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être avec nous ce soir. Surtout qu'on devait la faire mardi et à la dernière minute, je t'ai prévenu en te disant non, on l'a fait jeudi. Donc merci pour la disponibilité que tu as eue. Avec grand plaisir. C'était j'ai passé une super soirée. Merci beaucoup. On vous met le planning des prochains lives sur Entrejeux. Le prochain, c'est demain avec un rapport de bataille sur Warcry à 21h, je crois. Et surtout dimanche après-midi, loupez pas un live en partenariat avec Monolith sur Mythic Battle Ragnarok. Le premier a eu lieu hier soir et il y en a un deuxième dimanche après-midi dessus. C'est une partie. C'est une partie filmée, je crois. Ouais, c'est un let's play. C'est un let's play. Voilà. J'avais plus l'info. Merci. En régie. Et restez avec nous parce que on va faire un petit raid sur la chaîne Twitch de Garageux qui sont en live caritatif de 24 heures pour Ça roule pour Thomas. Voilà. Bah merci à tous et puis on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission et un nouvel invité qu'on vous communiquera très rapidement sur les réseaux sociaux. Et merci à Kyoshiro qu'on voit pas mais qui nous fait de la régie. Ouais, merci Kyo pour la régie. Merci Kyo. Merci. Allez.